Donc si on commence avec cet objectif, aujourd'hui, c'est de découvrir ensemble la programmation orientée objet. Est-ce que certains d'entre vous en ont déjà fait en prépa? Genre là, oui, moi, ou alors c'est quelque chose qui est totalement pour vous nouveau et que vous êtes, bah voilà, ça tombe bien, on va le faire ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, si vous, de votre côté, vous avez déjà cette expérience-là, ou si finalement c'est quelque chose de totalement nouveau pour vous, et auquel cas je m'adapte également. Il y aura toujours un petit délai entre quand je vous parle et quand vous recevez. C'est normal, je l'ai réduit au maximum, mais il y en aura toujours un. Ok, non, jamais, un petit peu en Arduino. Bah, en fait, dès que vous faites du Python, vous faites de l'objet, sauf qu'on ne vous l'a jamais dit. J'ose regarder de loin des camarades en faire pour les TPE. Oui, c'est vrai que le TPE, quand vous faites de l'objet, c'est souvent un bon point, effectivement. Et ça permet souvent de faire des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Ok. Donc oui, dès que vous faites du Python, de toute façon, vous faites de l'objet. On ne vous l'a jamais dit. Mais vous avez vite vous rendre compte qu'un certain nombre de choses que vous faites sans trop vous en rendre compte, c'est tout simplement des syntaxes et du comportement d'orienté objet. Donc en Python, tout est objet, contrairement à d'autres langages. Alors si je continue justement les objectifs de cette séance. Donc l'objectif de ce cours-là, c'est juste de découvrir déjà, sans parler de Python, de façon totalement indépendante du langage de programmation, c'est quoi, quels sont les concepts importants et fondateurs de la programmation orientée objet. Volontairement, je vais vulgariser un maximum, je prendrai des raccourcis. Encore une fois, c'est normal, on a un nombre d'heures qui est assez limité, donc on ne verra pas tout dans le détail, et d'autant plus que Python permet un certain nombre de mécanismes qui sont très intéressants et un peu exotiques par rapport à d'autres langages. Mon objectif, c'est surtout qu'à la fin, vous ayez compris, sans pour autant savoir le coder pour l'instant en Python, mais que vous ayez compris c'est quoi une classe, c'est quoi un objet, c'est quoi la différence, c'est quoi leur relation. De justement comprendre c'est quoi ce mécanisme de relation-là, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. De voir, je vais avoir un exemple fil rouge pour vous montrer comment on implémente tout ça en Python 3. Alors je mets Python 3.x parce que l'approche PO, quelle que soit la version que vous avez de Python, sera exactement la même, à la différence de Python 2 où là il y avait quand même des différences notables. Et ensuite, le but, ce sera juste aussi de vous outiller un petit peu et de vous montrer comment ça peut être utile dans vos projets. Et encore une fois, le projet d'info va vous forcer, contraindre à exploiter justement la partie orientée objet parce que justement le sujet est fait pour que ça illustre bien tout l'intérêt. Donc le sommaire, je ne vais pas forcément trop rentrer dans le détail, mais je vais juste d'abord vous expliquer, vous définir et vous donner quelques exemples de c'est quoi un objet, une classe, la relation qui les lie. Et après, on rentrera dans le détail en Python de comment on va donner vie à tout ça. Alors il y a des mots qui sont un peu barbares, polymorphisme, héritage. Ne vous inquiétez pas, une fois qu'on les aura vus ensemble et que vous en aurez l'expérience via les différentes séances 2D, c'est bon, pour ça sera devenu naturel pour vous et puis vous inquiétez pas, c'est juste un mot scientifique et technique pour un concept que assez rapidement vous allez comprendre et que vous allez manipuler, voire maîtriser. Alors, dans un premier temps, première question qu'on peut se poser, on parle de programmation orientée objet, mais c'est quoi un objet ? Alors, je vais tout simplement partir d'une définition, alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais je la trouve intéressante, bien qu'elle reste encore un petit peu conceptuelle, mais elle va nous permettre déjà de donner un cadre, et puis après on verra aussi ce que ça va surtout impacter par la suite. Donc si je reprends cette définition, donc on appelle un objet un truc, un élément matériel ou immatériel, donc là je ne peux pas faire plus conceptuel et plus vague que ça, donc on appelle un objet un truc, dans une réalité étudiée, donc ça veut dire que, suivant ce que vous souhaitez faire, le truc sera différent, qui satisfassent un certain nombre de principes. Et ça, c'est les éléments clés qui vont nous permettre de définir ce qu'est un objet. C'est sa distinction, c'est-à-dire que je suis capable de reconnaître et de distinguer deux objets différents. De permanence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a un cycle de vie. L'objet va être créé, il va vivre, il va réagir aux environnements ou aux stimuli qu'il va pouvoir recevoir, et il mourra à un moment donné. Et son activité, c'est justement les actions, réactions qu'il sera capable de réaliser. Donc ce qui sous-entend que finalement les trois éléments principaux qui vont nous permettre de définir un objet, c'est son identité, ce qui va nous permettre de le distinguer, son état, ce qu'on appelle l'état, c'est c'est la photo à un instant T de l'ensemble de ses caractéristiques, et son comportement, c'est tout simplement l'ensemble des actions, réactions que l'objet va être capable de réaliser au cours de sa vie. Alors, de cette définition, qui est peut-être assez floue, je vous l'accorde, mais qui a déjà mis en place et qui a bien souligné trois éléments essentiels, on va pouvoir en déduire un certain nombre de choses. Donc, comme j'ai déjà dit, un objet, il a un cycle de vie. Et donc, quand vous allez devoir implémenter et programmer en Python de l'objet, il va falloir que vous gériez tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand l'objet quand il est créé ou il est né ?
qu'est-ce qu'il doit faire au cours de sa vie et qu'est-ce qui doit se passer lorsque l'objet va être détruit ou qu'il va tout simplement disparaître. Un deuxième élément important, comme je disais tout à l'heure, quand on parlait de réalité étudiée, ça veut tout simplement dire que un objet, c'est qu'une représentation partielle du monde réel et qui est fortement dépendant et subjective parce que ça va dépendre fortement de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un programme qui est là pour gérer des étudiants et si vous êtes là pour faire un programme qui, qui gère d'autres choses, un même élément sera considéré différemment. Parce que pour un certain objectif, certaines caractéristiques seront importantes pour vous et certains comportements seront importants. Et pour une autre finalité, un autre besoin, d'autres caractéristiques et d'autres comportements seront essentiels. Donc ça, c'est un élément important, c'est que l'objet est étroitement lié à ce que vous voulez en faire. Donc faites attention avant de repiquer des bouts de code, etc. Assurez-vous que c'est bien la même finalité. Un objet peut représenter un élément concret ou abstrait. Ça c'est juste une petite précision. Et ce que je viens de dire, cette abstraction dépend du but de la modélisation. Donc je me répète, mais c'est pour que les concepts rentrent bien. Un objet n'existe pas de façon isolée. Donc ça veut dire que si vous commencez à vouloir faire de la programmation orientée objet et que dans votre programme, il n'y a qu'un seul objet, ça ne sert à rien. Là où ça va devenir intéressant, et là où l'APO elle est vraiment très très intéressante, c'est lorsqu'on va avoir soit une multitude d'objets semblables, soit une forte connexion, relation, interconnexion entre plusieurs objets entre eux. C'est là où ça va devenir réellement intéressant et c'est aussi une façon d'appréhender la complexité d'un programme que tout simplement d'avoir cette décomposition sous la forme d'objets. Ok ? Donc voilà, ça c'est juste des éléments un petit peu de définition, mais ça me permet de donner un cadre et puis aussi un petit peu d'essayer à ce que vous commenciez à appréhender ce qu'on va faire. Alors, si je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, on parlait tout à l'heure d'identité, d'état et de comportement. Si on reprend ces trois éléments, qu'on va devoir manipuler, alors soit en tant que développeur, ça sera à nous de les coder, soit c'est l'environnement qui va le gérer. Donc typiquement, l'identité, c'est ce qui va permettre de reconnaître un objet parmi tant d'autres. Ça sera rarement vous, développeur. Vous savez, maintenant vous êtes des développeurs, ça y est, qui allez devoir le gérer. C'est souvent l'environnement de développement qui va mettre en place des mécanismes qui permettront de le reconnaître de façon unique. C'est ce qu'on appellera plus tard le pointeur, c'est ça qui va nous permettre de reconnaître de façon unique et certaine un objet parmi ses congénères ou millions ou milliards d'objets. Là aussi, il y a cette notion de nombre qui est intéressante, c'est que votre programme il peut très bien gérer 1-2 objets qui peut en instancier, créer 40 milliards. Après, ça dépend de la capacité de la machine, mais c'est pas pour autant que c'est fait pour ça, d'accord ? L'effet un petit peu ce qu'on appelle de scalabilité, là, ce qu'on soit capable de monter en régime, il n'y a pas de souci, c'est prévu pour ça. Si je reprends l'état, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'état, c'est une photo à l'instant T des caractéristiques de l'objet. D'accord ? Donc c'est bien des valeurs instantanées, des attributs de ce dernier. Bien entendu, puisque l'objet il a une vie, cet état va évoluer au cours du temps. Donc on parle toujours d'état au singulier, mais on parle d'attributs au pluriel. C'est-à-dire ces caractéristiques, c'est ce qu'on appelle des attributs. Alors l'état d'un objet à un instant T est tout simplement la conséquence de tout ce qui s'est passé avant. Alors ça peut très bien être la conséquence de stimuli qui viennent de l'extérieur, soit la conséquence d'un certain nombre de ces comportements. On prendra un exemple tout à l'heure et on verra justement cette relation qui existe entre d'un côté l'état et le comportement. Justement, si je bascule sur le comportement, c'est comme je disais tout à l'heure, le comportement, c'est un gros sac dans lequel on met l'ensemble des actions, réactions, services, fonctionnalités, si vous voulez, qui est capable de réaliser l'objet. Alors, certaines fonctionnalités sont que pour lui, d'accord, elles lui sont propres, et d'autres fonctionnalités, on sera capable de lui demander de les réaliser. Ça, on parlera plus tard dans le détail. Je regarde vite fait ce que je voulais dire. L'objet est responsable de ses comportements, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on va commencer à faire de la programmation orientée objet, on va chercher à donner un maximum de contenu à nos objets. C'est-à-dire que si je prends mon programme, on va casser un peu certaines habitudes que vous avez pu avoir en prépa, avoir un main, c'est-à-dire un programme principal qui contient tout le code, et on va chercher à le saucissonner, le morceler, en mettant un maximum de comportements dans les objets pour faciliter, on verra plus tard, faciliter leur réutilisation dans d'autres projets. Donc voilà pour déjà les 3 éléments qui ont permis de décrire un objet. Et ça, c'est valable que vous soyez en train de faire du Python, du Java, du C, du VB, de ce que vous voulez. D'accord ?
et même d'ailleurs quasiment tous les mécanismes qu'on verra ensemble, la seule chose qui changera, ça sera la syntaxe et quelquefois un peu légèrement le comportement en fonction du langage de programmation dans lequel vous travaillez. Tous les langages de programmation modernes sont orientés objet, donc voilà, tout ce qu'on va voir ensemble, vous serez tout à fait capable de les transposer dans d'autres langages à la syntaxe près. Alors si je reprends un petit exemple ici, eh bien ça tombe bien, la question de Blueman. Vous pouvez nous donner un exemple d'objet avec son identité, son état, son comportement. Tadam! Voilà. Voilà un exemple d'un objet. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Donc ici, j'ai pris un micro-ondes avec un bon vieux clip art des années 90. Donc là, c'est un micro-ondes, par exemple, qui est positionné sur votre frigo, soit dans votre Cagips, soit dans votre Bifut. D'accord? Et donc, là, vous avez ce micro-ondes. Et ça, on peut voir, ça c'est un objet. Je suis capable de reconnaître ce micro-ondes avec celui de mon voisin d'à côté ou de la Bifut de l'aile à côté, etc. Donc là, j'ai bien cette capacité-là. Qui plus est, il a des actions-réactions, il a un comportement. On sera capable par exemple de régler l'heure, il sera capable de chauffer, il va être capable d'allumer la petite loupiote qui est à l'intérieur, il sera capable, et c'est peut-être la finalité du truc, de cuire des aliments, on sera capable de régler sa puissance. Donc tout ça, ce sont des méthodes, ce qu'on appelle d'ailleurs d'attributs pour décrire les éléments qui constituent l'état. La méthode, c'est ce qui va permettre de décrire l'ensemble des actions-réactions qui constituent le comportement d'un objet. Et donc si je reprends maintenant son état, eh bien l'ensemble de ces attributs, ça sera peut-être tout simplement la puissance à un instant T, l'heure qu'il affiche, ses dimensions, sa couleur, etc., etc., etc. Ok ? Et donc là, je disais tout à l'heure, on peut avoir un effet entre l'état et le comportement. Si je règle l'heure, on voit bien que je vais avoir un effet sur l'état heure qui s'affiche. Si, par exemple, je règle la puissance, ça sera pareil, etc., etc. Ok ? Est-ce que Blueman, c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est, même pour les autres d'ailleurs, est-ce que ça c'est suffisant pour expliciter un petit peu ce que vous attendiez? Donc en soi, c'est pas forcément très compliqué. Il faut juste maintenant commencer à penser un petit peu comme ça, c'est-à-dire non plus appréhender un programme comme étant un gros truc, mais chercher à identifier quels sont les objets qui vont intervenir dans le traitement que je veux réaliser. Et une fois que vous avez identifié ce paquet d'objets, allez un petit peu plus fin pour identifier quels sont leurs comportements et quels sont leurs états. L'identité, comme je disais tout à l'heure, on va rarement la gérer. En tout cas, ce ne sera pas nous qui allons gérer ceci. On l'utilisera, mais ce ne sera pas nous qui allons gérer l'identité d'un objet. Ok, donc dans le chat, je n'ai pas beaucoup de réponses, mais en tout cas, les réponses sont positives, donc très bien, je continue. Je rappelle que vous êtes censé être à peu près 70 là. Donc, si je continue ce petit élément de cours, et je viens justement au concept qui est certainement plus important pour nous en programmation orientée objet, c'est le concept de classe. Parce que vous n'allez jamais coder un objet. Vous allez toujours coder ce que vous allez implémenter, ce que vous allez décrire. C'est rarement un objet, c'est une classe. Alors, je vais expliquer maintenant c'est quoi la classe. Okay ? On fait de la programmation orientée objet, on devrait dire qu'on fait de la programmation orientée classe, mais bon, c'est pas très très grave. Oui, vous inquiétez pas, Ninja. D'accord, oui, vous inquiétez pas. De toute façon, je vois très bien qu'il y a déjà 25 spectateurs, ce qui signifie que c'est 25 personnes qui n'ont pas de compte inscrit. Et je vois qu'il y a pas mal de comptes qui sont inscrits. Mais n'hésitez pas aussi à réagir aussi. Le but, c'est ça. C'est non pas c'est que ça soit un minimum dynamique. En cours, c'est exactement la même chose. Hein. Vous levez la main, vous posez des questions. Ça serait dommage que parce qu'on est en distanciel, on ne puisse plus le faire. Donc si je reviens maintenant sur le concept de classe. Ok, donc sur le concept de classe... Je vais mettre l'alert box un peu plus haut, comme ça on verra le petit zombie. Sur le concept de classe, il y a des éléments qui sont intéressants. Donc, première chose, qu'est-ce que c'est qu'une classe ? Une classe, c'est un paquet d'objets. Donc, c'est-à-dire qu'on a trouvé plein d'objets et on est capable de les regrouper. Parce que ces objets-là, ils ont des états qui sont très, 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 très similaires. Ils ont des comportements qui sont aussi très, très, très similaires. Si je reprends l'exemple de mon four à micro-ondes de tout à l'heure, le mien, si je prends dans la résidence, je me dis tiens, je peux regrouper tous les fours à micro-ondes ensemble parce qu'ils ont des comportements semblables, ils sont là pour cuire de la nourriture, ok. Ils ont des états qui sont semblables, il y a la notion de puissance, il y a la notion d'heure. Alors même si les valeurs de ces attributs diffèrent, les attributs sont identiques, ou en tout cas fortement similaires. Donc d'ailleurs le but des classes, c'est on va chercher à regrouper. Pour simplifier tout simplement le développement et la gestion, on va chercher à regrouper l'ensemble des objets qui ont des caractéristiques que l'on considère très similaires.
semblables. Donc si je reprends maintenant la définition pour avoir quelque chose d'un peu plus clean, donc une classe est un ensemble d'objets sur lesquels on peut reconnaître des similitudes dans le champ d'étude. Ces similitudes portent sur la façon de les identifier, les types d'états ou les attributs qu'ils peuvent prendre et le rôle qu'ils jouent, donc c'est-à-dire les méthodes ou le comportement qui constituent ces objets. Ok ? Donc on va, grosso modo, on est humain, et en tant qu'humain, on aime bien ranger des choses dans des cases parce que c'est plus facile pour nous, avec notre petit cerveau, de gérer tout ça. Mais en programmation, ce sera pareil. Pour pouvoir plus facilement développer, on ne va pas coder objet, objet, objet. On va chercher à trouver est-ce qu'il y a des éléments qui sont semblables, et on va coder ça dans une classe. Et ça sera finalement, cette classe, ça sera la représentante de tous les objets qu'on a reconsidérés comme étant fortement similaires. Ok ? Petite parenthèse aussi, effectivement, si vous êtes tous ensemble dans Bifut devant un projecteur, etc., n'oubliez pas les gestes barrières, la distanciation sociale, etc., etc. Alors, puisque justement je parlais de classes et puis je parlais d'objets, donc j'ai dit, tiens, on va créer des classes en s'intéressant à des paquets d'objets qu'on considère similaires et on va tous les regrouper sous la bannière de la classe. D'accord ? Donc il va exister, et ça c'est comment j'ai commencé tout doucement à vous faire rentrer des terminologies qui sont importantes en PO. D'accord ? Dans tous les domaines techniques, les mots sont importants. D'accord ? Si je parle de clavette, si je parle d'un certain nombre, ça dans votre tête, vous savez ce que c'est. Ça sera pareil en info, il faudra apprendre des termes techniques. Je parle d'attributs, de comportements, de méthodes, d'état. Voilà, tout ça c'est des mots maintenant qui doivent rentrer puisque c'est des mots que je vais utiliser maintenant à foison. Donc si je reprends le concept de classe, la relation qui va lier la classe à l'objet, c'est ce qu'on appelle l'instanciation. D'accord ? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai créé ma classe, c'est-à-dire le comportement générique et l'identification des caractéristiques qui sont communes à tous mes objets, et donc voilà, j'ai ma classe. Et donc lorsque je vais créer un objet à partir de la classe, puisque c'est la classe que je vais coder, puisque si j'arrive à coder une classe, je suis en train de coder la totalité, je suis en train d'implémenter la totalité des objets qu'il y a derrière, donc je suis en train de rentabiliser un maximum mon travail, et donc eh bien, ce mécanisme-là, c'est le mécanisme d'instanciation. D'accord ? Donc derrière ce mot un peu barbare, eh bien, c'est le concept de création. Je crée un objet à partir du patron qui est la classe. D'accord ? On instancie un objet. C'est d'ailleurs pour cela que souvent un objet, on l'appelle ça une instance de classe, puisqu'on l'a instancié à partir de la classe. L'exemple que je prends souvent aussi, si vous êtes plutôt mécanicien et pas trop informateux, c'est, vous pouvez prendre, imaginez que la classe, c'est une bonne grosse matrice de forge, d'accord ? J'ai ma matrice de forge, et eh bien, à chaque fois que j'instancie, je suis en train d'instancier une pièce, je suis tout simplement en train de créer une pièce. Et à chaque fois que je fais des coups de presse, eh bien, je suis en train de créer des nouveaux objets qui auront des caractéristiques similaires, d'accord ? Pas exactement les mêmes, puisque on sait très bien qu'en fabrication, on ne fait jamais la cote exactement, il y a toujours des deltas, et ils auront tous leur vie. C'est-à-dire que toutes les pièces que je suis en train de réaliser, eh ben, elles vont toutes se retrouver dans des produits différents, qui vont se retrouver dans des endroits différents, et puis qui vont suivre des vies différentes. Ben, c'est exactement la même chose. Ok ? Donc la notion de classe, c'est la notion de patron, de matrice, comme vous voulez. Si ça vous permet de faire des liens et des connexions, faites-les. Et le mécanisme d'instanciation, c'est le mécanisme de création, d'accord, ou de forgeage, ou je sais pas moi, ou d'usinage si vous êtes plutôt usineur plutôt que forgeron, d'accord ? Et donc ça, c'est le mécanisme qu'on va utiliser tout le temps en PO. C'est-à-dire, on va créer la classe, on va la coder, on va l'implémenter, et une fois qu'on l'a implémentée, on va instancier, on va créer des objets de cette classe. Alors bien entendu, avant de l'avoir codé, cette classe, il va être nécessaire de faire le travail dont je t'ai parlé tout à l'heure de regroupement d'objets. Alors ça, c'est un travail purement intellectuel, ou sur une feuille, un papier. C'est là où vous allez commencer à réfléchir, ok, quelles sont les classes dont j'ai besoin ? Et souvent, pour identifier quelles sont les classes dont vous avez besoin, vous allez partir de tous les petits cas un petit peu particuliers qui représentent tous vos objets, et vous allez imaginer quelle va être la bannière ou le représentant de l'ensemble de ces objets que vous voulez regrouper. Alors le mécanisme qui est derrière, ça s'appelle l'abstraction. Puisque je pars d'un cas très... Hop là, j'ai du mal. Je pars d'un cas très particulier qui est l'objet et je vais au cas plus générique qui est la classe. Ok ? Bon, le mot qu'il faut à tout prix bien garder en tête, c'est le mot instantiation, instance. Abstraction, vous allez le faire dès que vous allez commencer à travailler en projet. Et instantiation, on va le faire quasiment dès le premier ED, puisque ce sera l'objectif de créer nos premières classes et puis de commencer à jouer avec elles. Si je veux maintenant les représenter graphiquement, ces classes, parce que ça y est maintenant, comme je l'ai dit, les objets, on en a besoin pour, par abstraction, créer les classes. Et une fois que j'ai identifié mes classes, je vais les représenter, les modéliser, les implémenter pour après, dans mon programme,
instancier des objets. Donc si je reprends normalement un modèle que vous avez déjà vu, hein, puisque vous avez certainement dû faire du SysML en prépa, si ce n'est pas le cas, c'est bizarre, mais peut-être même avant, même au lycée, hein, c'est possible. Même pour ceux qui n'ont pas fait prépa, normalement SysML, si vous avez fait STI 3D, c'est ça que ça s'appelle? STI 2D, pardon. Normalement vous avez dû faire SysML. Bah, si c'est pas grave, Bruno, c'est pas grave, hein. Voilà, en quelques mots, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Si on veut représenter graphiquement, et souvent c'est ce que je vous conseille de faire, c'est certainement pas de vous ruer tout de suite sur le clavier, parce que sinon vous allez avoir un certain nombre de barrières à gérer. Le fait que vous ne sachiez pas déjà par quoi commencer, que vous allez commencer à faire des lignes de code peut-être qui seront inutiles, et que de toute façon en tant qu'étudiant, l'outil que vous maîtrisez le mieux à l'heure actuelle, ça reste un bon vieux stylo, une feuille de papier, et puis votre cerveau. Je vous le souhaite. D'accord ? Donc souvent, ce qu'on va faire, avant même de coder, tout le mécanisme d'abstraction, on va le faire sur le papier. C'est-à-dire qu'on va identifier quel est le nom de la classe, que je vais mettre tout en haut ici, ce qui sera tout simplement ce qui permettra de l'identifier. Quels sont l'ensemble des attributs qui constituent l'état. Donc la deuxième partie qu'on voit ici, c'est l'état. Et on va retrouver donc l'ensemble de ces attributs qu'on va typer. D'accord ? Ça veut dire que dès maintenant, je dirais, tiens, si je reprends mon four à micro-ondes de tout à l'heure, couleur, ça sera une chaîne de caractères. Puissance, ça sera un entier. D'accord ? Et voilà, comme ça, je suis en train de lister l'ensemble des caractéristiques. Aussi, à ce moment-là, sur le papier, c'est là aussi où vous pouvez dire, tiens, celle-là, finalement, je n'en ai pas besoin, je la supprime sur le papier, etc. Donc ça, c'est sur la deuxième partie. C'est là où je vais représenter l'état et l'ensemble des attributs typés qu'il constitue. Et dans un troisième et dernier temps, je vais identifier le comportement de ma classe en identifiant l'ensemble des fonctionnalités qu'on va appeler des méthodes. D'accord ? Alors ces méthodes, quelquefois, certaines d'entre elles vont vous donner un résultat. D'accord ? Ce sera une fonction telle que vous savez très bien le faire en Python. Quelquefois, elles vont juste faire ce que vous lui avez demandé de faire, et puis elle va faire aucun retour. Et quelquefois, elle aura besoin d'arguments, c'est-à-dire de paramètres d'entrée, pour pouvoir fonctionner. D'accord ? Donc ça sera aussi, de la même façon que vous allez définir, expliquer quels sont les états qui constituent votre classe, il faudra faire le même travail sur les méthodes, identifier quel est l'argument et son type, et si c'est une fonction, quel est le type de ce que ma fonction va sortir. Ok ? Donc ça, souvent, moi je vais utiliser assez fréquemment ce modèle-là, il n'est pas compliqué. Et si vous avez besoin, vous avez vite fait faire un petit tour sur internet, vous cherchez UML class diagram ou diagramme de classe si vous voulez en français, et vous allez vite vous rendre compte que c'est pas compliqué. Mais c'est juste une représentation qui est largement utilisée et qui est très très simple à appréhender. Alors ce que je vous propose aussi pour vous aider un petit peu dans l'identification des objets, etc. Ce que je vous propose, c'est vrai que j'aurais dû mettre le sujet du semestre précédent, c'est dommage. Ce que je vous propose, c'est un exemple que j'ai tiré d'un projet de 2017 où j'avais demandé aux étudiants de me faire un simulateur de réseau routier. D'accord, c'était à l'époque où à Metz, ils faisaient pas mal de boulevards et c'était un peu le bazar. Et donc, j'avais demandé, on cherchait à modéliser un peu les voies et identifier, qu'est-ce qui se passe si je rajoute une voie ici ou qu'est-ce qui se passe si je coupe une autre voie ailleurs. Donc, on voit sur ces voies, donc si j'affiche l'interface, tac, voilà, on la voit pas. Alors, je vais pas la mettre tout de suite. Si on regarde rapidement ici ce qu'on voit sur le PowerPoint, donc on voit ici qu'il y a des nœuds qui vont me permettre de construire le réseau routier. J'ai des routes sur lesquelles vont circuler les différents véhicules. On voit aussi que certains croisements disposent soit de feux, soit pas du tout. D'accord ? C'est un système de priorité différent. Et on voit plein de petits points ici qui constituent tout simplement l'ensemble des véhicules qui empruntent ce réseau, qui partent d'un point, ils sont rentrés dans notre réseau par un point donné et qui ont pour objectif d'atteindre un autre point donné, qui est par exemple leur travail, l'école de leurs enfants ou que sais-je. D'accord ? Donc ça, c'est un travail que j'avais demandé aux étudiants de réaliser. Donc ça vous donne aussi une idée un petit peu du projet que vous pourriez être amené à réaliser. Alors, j'ai pas fait de test, j'espère que ça va marcher. Alors déjà, hop, je vous affiche l'interface. Et je vais lancer. Voilà, et c'est parti. Donc on voit normalement, vous devriez voir, voilà, c'est bon. Donc vous devriez voir... Ah non, ça a planté. Ah là là. Bon, c'est pas la faute de l'étudiant, c'est parce que tout simplement je suis en train de faire 3 trucs en même temps et souvent les streams ça a fait planter les trucs. Donc là voilà, tant pis, le programme n'a pas fonctionné, mais vous avez vu un petit peu le début du comportement. J'avais dit que c'était un travail d'étudiant aussi, hein. C'est pour ça que je me suis bien dédouané avant. Alors si je reprends un petit peu cet exemple là, mais vous inquiétez pas, ça.
Si je reprends ces exemples-là, est-ce que vous pouvez rapidement me dire, bah tiens, quelles sont les classes que vous avez identifiées, certains de leurs attributs, vite fait dans le chat pour m'écrire, tiens, quelles sont les classes que vous avez identifiées, quels sont leurs attributs, et puis quelles sont leurs méthodes, par exemple. Allez hop, je vous laisse un petit peu dans le chat me dire, tiens, j'ai identifié telle classe, tiens, telle classe, il y a tel et tel attribut, etc. Et pour l'instant, je vais essayer de refaire démarrer le... Non, il veut pas redémarrer. Bon, je vais pas insister. Je vais pas insister. C'est quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, je ne vais pas insister avec la démo. Alors, classe véhicule, oui, c'en est un. Classe nœud et route, oui, c'en est deux autres. Les voies forment une classe, oui, tout à fait. La classe nœud, oui, tout à fait. Classe 1 voie, attribut longueur. Alors longueur, je ne sais même pas si c'est un attribut ou c'est quelque chose qu'on peut calculer. Typiquement, là, il y a de fortes chances que les nœuds ont une position GPS et que la longueur, bah, ça sera tout simplement la distance qui permet de relier ces deux positions GPS. Donc typiquement, là, je pense, alors je ne sais plus comment on l'avait codé, comment ils l'avaient codé eux à l'époque, mais il y a de fortes chances qu'une des propriétés des nœuds, ça soit leur position longitudinale et puis leur latitude et leur longitude, et que bah, la longueur, ça soit calculé à partir d'eux. Donc attribut vitesse, oui, destination, oui, heure départ, oui, tout ça ce sont des attributs de la classe véhicule, tout à fait. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Donc tout simplement aussi sur les nœuds, il y a le type de priorité qui était un attribut. Est-ce que c'est un feu? Est-ce que c'est une priorité à l'américaine, etc. Voilà, le type de priorité, comme le souligne Evora. Attribut de nœud, position, feu ou priorité, voilà pour maximum. Donc voilà, assez rapidement, vous voyez que c'est assez naturel. Vous arrivez à identifier des gros paquets de classes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, lorsque vous avez fait ce concept de classe, vous êtes totalement indépendant du cas que vous voulez traiter. C'est-à-dire que là, si vous me parlez de nœuds, de voitures, de voies, ben vous n'êtes pas en train de faire un cas très particulier, vous êtes tellement à un niveau plus générique qu'avec les mêmes classes, on va être capable de créer le réseau de Metz, de Nancy, de Paris, de je sais pas quoi. Et de la même façon, je vais être capable de créer 2, 3 véhicules, ou 50, 500, 6000, 3 millions de véhicules si je veux. Il n'y a aucune difficulté puisque bah, j'ai codé le représentant de l'ensemble de ces objets, c'est-à-dire la classe. Et c'est ça tout l'intérêt de la PO, c'est bah, si vous êtes assez malin pour identifier eh bien, les classes, bah, vous allez gagner un maximum de temps après dans l'implémentation. Alors il y aura encore un niveau plus 1 on va dire d'expertise, c'est lorsqu'on va jouer après avec le mécanisme d'héritage, mais ça je ne vais pas en parler tout de suite. Ok ? Mais voilà, si vous êtes déjà capable d'identifier parmi un paquet d'objets quels sont ceux qui pourraient potentiellement être intéressants de regrouper, vous êtes déjà capable d'identifier, alors pareil, vous n'avez pas lu l'énoncé, c'est normal que vous n'êtes pas capable de tous les identifier dès maintenant, mais ça va dépendre, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de l'objectif, d'accord, de l'objet d'étude. Si là, le but, c'était de regarder qui est-ce qui respecte pas le code de la route, bah, peut-être que les attributs ou les comportements auraient été différents de cette volonté ici, qui était de vérifier si j'avais des voies qui étaient engorgées. D'accord? C'est bon pour tout le monde cet exemple? Ah, désolé, la démo elle n'a pas bien fonctionné. Je vous mettrai si vous voulez, je pourrais mettre le code sur Savoir, comme ça vous pourrez le tester chez vous. Mais effectivement, quand je suis en configuration stream, il y a des choses des fois qui plantent parce que bah, voilà, il y a quand même beaucoup d'outils et de logiciels qui tournent en même temps. C'est bon? C'est bon pour vous? L'exemple vous parle? Oui, non? Par exemple, pour Blueman de tout à l'heure, est-ce que ça vous parle encore plus? Donc en plus, on a illustré des objets et maintenant on illustre aussi des exemples de classes. Ça marche? Donc, j'essaie de vous montrer la prochaine fois, je sais pas, peut-être en ED, ou quand on aura un peu le temps, je vous montrerai un exemple de projet qui a bien fonctionné l'année dernière avec le coronavirus. Enfin plutôt, c'était pas qu'un coronavirus parce qu'on était allé un petit peu dans l'extrémisme, on avait créé des virus encore plus virulents et voir comment ils se propageaient dans un environnement avec des gens qui étaient propres ou pas propres, etc. Ok? Donc voilà, malheureusement, on voit que à Chalon, ils auraient dû faire l'outil. On a refait un Plague Inc. Ouais, mais c'était pas vraiment un jeu, c'était plus un simulateur. Plague derrière, c'est quand même un jeu, quoi. Exactement.
Donc ça y est, j'ai fini tout ce qui était la partie conceptuelle, la partie définition, etc. Et là, ça qui est intéressant, c'est si vous avez compris tous ces concepts, que vous soyez en Python, et comme je disais tout à l'heure, quel que soit le langage de programmation que vous allez utiliser, tout à l'heure je voyais parler de Arduino, aussi Arduino, vu que c'est un dérivé du C, vous avez aussi de la programmation orientée objet. Ça marche? Donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ensemble comment, de façon très spécifique, on va implémenter ces concepts d'objets, de classes dans Python. Et je souligne encore une fois que c'est en Python 3 quelque chose, puisque Python 2, déjà qui est un petit peu maintenant, qui n'est plus soutenu par la fondation Python, est radicalement différent dans son appréhension de l'objet. Donc faites aussi gaffe quand vous regardez des tutos, des choses comme ça en ligne, vérifiez bien que c'est pour Python 3, puisque le mécanisme et la façon avec laquelle on codait des objets en Python 2 est radicalement différente, / beaucoup plus chiante qu'en Python 3. Alors, si je vais prendre un petit exemple, alors ce ne sera pas aussi fun que les véhicules, etc. Mais encore une fois, on ne va pas commencer tout de suite par un gros projet. Donc, j'ai fait un petit exemple très très simple qui, normalement, en tant qu'élève ingénieur arrêt métier devrait vous parler. Donc, j'ai fait un petit exemple simple de nomenclature. Donc, ça veut dire, je vais vous lire un petit peu le blabla, comme ça vous permet de comprendre quel est l'objectif. Je vous montrerai quelles sont les différentes classes que j'ai pu identifier. Et puis après, je vous montrerai comment on va pouvoir les implémenter au fur et à mesure. Alors, je ne vais pas faire tout le code aujourd'hui, puisque déjà, je ne vois pas forcément l'intérêt. Et le but du jeu, c'est essentiellement pour vous montrer des comportements très importants en Python qu'il va falloir réaliser assez rapidement. L'ED numéro 4, ce sera le premier ED où vous allez par vous-même réaliser vos premières classes. Donc il faut que vous compreniez déjà bien vers quoi vous allez et ce que vous êtes en train de faire. Donc si je reprends mon exemple, le fil rouge, l'exemple de la nomenclature. Donc on considère dans cet exemple, le fil rouge, on veut gérer l'ensemble des produits qui constituent, l'ensemble des pièces qui constituent mon produit. Donc on considère qu'un produit est composé de plusieurs pièces. Certaines sont simples, ça veut dire qu'elles sont élémentaires, je ne peux pas les démonter. Une vis, par exemple, est une pièce simple. Ou une pièce composée, c'est-à-dire qu'elle-même, on peut la démonter et puis on peut avoir des sous-ensembles qui peut-être à leur tour sont démontables, etc., etc., etc. Donc on voit qu'on a quelque chose qui va être très limite récursif. Oui, alors après, les trucs et astuces pour vos jeux, c'est peut-être pas l'objectif ici. Mais bon, voilà, ok, très bien. Merci pour le conseil. Si je continue, donc ici, j'ai différents types de pièces, des pièces simples, élémentaires, des pièces composées qui sont soit composées de pièces simples, soit elles-mêmes composées de mélange de pièces simples et de pièces composées. D'accord? Donc ça, c'est très classique dans une décomposition de produits. Dans les deux cas, c'est-à-dire qu'on a affaire à des pièces simples, élémentaires ou à des pièces composées, on souhaite gérer, dans les deux cas, la notion de temps. Alors ça, par exemple, le temps pour la fabriquer, si c'est nous qui la fabriquons, ou le temps de la supply chain, c'est-à-dire le temps logistique pour pouvoir recevoir la pièce. Et également les coûts, soit les coûts parce qu'on l'achète chez notre fournisseur, ou le coût parce que c'est nous qui sommes en train de la produire. Ok ? Et le but du jeu, puisque j'ai l'information sur le coût et les délais pour chacune des pièces, le but, ça va être d'être capable de remonter toutes ces informations et d'avoir l'information sur le produit complet, donc par exemple ici sur mon moteur de moto. Si je reprends mon exemple, voilà le diagramme de classe qui va lui être associé. D'accord ? Donc ce diagramme de classe exprime en UML, donc je vous rappelle, en haut, on a le nom de la classe. En dessous, on a son état et l'ensemble de ses attributs. Et en dessous, on a son comportement et l'ensemble de ses méthodes. Et encore une fois, attributs et méthodes, on va toujours les typer, puisque c'est important dès maintenant d'identifier qu'est-ce qui doit rentrer dans la méthode, qu'est-ce qui doit sortir, sous quel format. C'est une sorte de contrat que vous êtes en train d'écrire avant même de commencer à faire le développement. Et c'est d'ailleurs un conseil que je vais encore répéter, et je le répéterai plusieurs fois. En projet, lorsque vous allez travailler à deux, il faut que ce diagramme-là soit le plus détaillé possible, de telle façon que chacun après puisse partir de son côté et travailler de son côté, puisque là, vous avez établi un contrat. C'est-à-dire, si quelqu'un doit utiliser la méthode d'une classe qui a été faite par l'autre, il sait déjà quel est le type d'information qu'il doit lui donner et quel est le retour qu'il va obtenir, avant même que vous ayez fait la première ligne de code. Donc là, comme d'habitude, lorsqu'on est en conception de produit, on commence pas, je prends pas le cahier des charges, et puis si je suis en train de faire un produit mécanique, je pars pas tout de suite sur la machine-outil pour usiner la pièce. Il y a un certain nombre d'étapes de conception, ce sera exactement la même chose dans le domaine du logiciel. Okay ? Donc là, c'est pareil, il y aura une étape de conception, de réflexion, avec un bon vieux crayon, un bon vieux papier, avant de commencer à toucher le clavier. Le moment où vous allez directement partir sur le clavier, c'est soit parce que le problème il est très simple,
soit parce que vous êtes tellement monté en compétence que finalement le papier et le crayon, c'est virtuel dans votre cerveau et ça marche très très bien comme ça aussi. On peut se planter quand même. Mais ça marche aussi très bien si vous êtes tout seul. Donc si je reprends mon programme, là on se retrouve avec les différentes classes. La classe pièce, la classe assemblage, la classe composant. C'est-à-dire qu'une pièce peut être soit une pièce qui va être assemblée, ou une pièce qui va être simple, élémentaire, ce que j'appelle un composant. Ce composant, il est fait dans un matériau donné. D'accord? Donc là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 classes. Il est tout à fait possible de réaliser ceci avec une seule classe. Mais on verra justement quel va être l'intérêt à un moment donné dans le niveau de détail ou de zoom qu'on veut faire. Ça va tout, encore une fois, ça va dépendre de ce qu'on veut réaliser. Donc là, on voit que je suis arrivé à un niveau de détail assez important puisque je considère pas que des pièces, je considère quel est le type des pièces, je les ai détaillées, je les ai décrites différemment, quel est le matériau du composant, on voit aussi que je l'ai ressorti de la classe composant, etc. etc. D'accord? Donc là, j'ai fait déjà un certain choix de conception. On verra plus tard qu'est-ce que ça impacte et en quoi et pourquoi je les ai faits. Et ça aussi, ça va être des choix que vous aurez à faire dans votre projet. Donc ça, c'est pour les différentes classes qu'on a identifiées. On retrouve ici leur état. D'accord? Donc par exemple, si je prends la classe composant, elle aura une masse, un délai, un coût, un volume, et ces 4 attributs sont tous les 4 des nombres réels. Bien entendu, si je prends 2 objets composants, ils auront tous les mêmes attributs, mais les valeurs de ces attributs vont différer. D'accord? Il y a un qui sera peut-être plus lourd, l'autre plus léger, un qui sera vachement cher et l'autre pas. Ok? Mais ils ont tous en commun l'existence de cette caractéristique, donc de cet attribut. Les comportements de la même façon, on les a aussi décrits. Donc on voit que certaines classes n'ont pas de comportement, c'est le cas de la classe matériaux. Alors c'est pas totalement vrai, comme on le verra plus tard, c'est juste que là on a identifié les comportements principaux, d'accord? Et souvent, vous allez voir que plus on va avancer, plus certains comportements, on va les considérer évidents, donc on va pas les écrire. C'est-à-dire qu'on va surtout écrire les éléments qui sont spécifiques. Il y aura toujours des comportements qu'on aura besoin de coder parce qu'on est en train de faire de la POO. Ceux-là, souvent, on les remettra pas. On en parlera plus tard, vous inquiétez pas. Donc là, on retrouve, par exemple, pour le composant, le fait que je sois capable de modifier le matériau dans lequel il est fait. On voit par exemple ici au niveau de la pièce, je vais voir par exemple calculer la masse de mon produit, calculer le coût ou calculer le délai nécessaire pour son obtention. Ok? Et tout ça sera basé sur l'ensemble des éléments qui le constituent. Alors pour l'instant, j'ai juste dit ce que je veux, je n'ai pas encore du tout expliqué le comment je vais le faire. Et ça sera un autre niveau. Mais déjà être capable de dire je souhaite ça, j'ai besoin de ça de façon très contractuelle, j'ai besoin de ça en entrée, j'ai besoin de ça en sortie, c'est ce qu'il faut faire. Et dernier élément, et non des moindres, et ça souvent c'est là où vous avez un peu plus de difficultés, c'est sur les relations. Alors ce qui est intéressant en Python, c'est que finalement vous allez avoir besoin de connaître que 2 relations, pas forcément 2 relations, mais parce qu'il y a 2 façons de coder des relations en fonction du sens et de la signification que vous voulez réaliser. Donc on en parlera tout à l'heure, vous inquiétez pas. Alors, je vous ai mis ici, et normalement elle est aussi sur le portail Savoir, je vous ai mis une sorte de to-do list, de checklist, ça serait plutôt une checklist plus qu'une to-do list, alors là elle est un peu massive, j'aurais pas dû vous la mettre dès le début, mais ça c'est l'ensemble, à la limite à chaque fois que vous êtes une fois que vous avez terminé de le faire sur papier, votre schéma, et que vous passez à l'implémentation, là je vous ai fait une checklist de tous les trucs que vous devez vérifier, une fois que vous considérez que vous avez terminé votre classe. Ça vous permet de vérifier que vous n'avez rien oublié et que vous l'avez fait proprement. Donc là, j'ai peut-être mis un peu trop tôt parce que là, il y a plein d'instructions, il y a plein de trucs et pour l'instant, ça vous parle pas forcément. Ok, mais voilà, dites-vous qu'elle est à dispo. On peut peut-être vite fait l'imprimer chez vous puisque vous n'avez pas l'imprimer à l'école maintenant. Et voilà, vous faites un check une fois que vous l'avez fait ou alors vous faites ça en virtuel, peu importe, je vous laisse gérer. Donc je vais pas rester très longtemps sur cette slide parce qu'elle risque de plus vous faire peur qu'autre chose. Donc j'ai commencé maintenant par le début, je veux créer une classe. Ok? Donc on va commencer par la classe la plus simple. D'accord? Donc dans un modèle, souvent, on commencera toujours par la classe qui est en bout de modèle. D'accord? Donc typiquement, la classe matériaux ici, on voit que c'est elle qui est en bout du modèle, elle a peu de relations avec le reste, en plus elle n'a pas de comportement à coder. Donc pour commencer, on va dire que c'est très bien. Ok? Donc ce que je vous propose de faire, c'est de commencer ensemble dans Python, de créer la classe matériaux. On va mettre en place ce qu'on appelle le constructeur de la classe. Est-ce que certains savent déjà ce que c'est que le constructeur d'une classe? Pour ceux qui ne savent pas, ne vous inquiétez pas, dans 3 secondes, je vais vous le dire. Alors
pour ceux qui ont déjà connu un peu en Arduino ou en d'autres langages. Hein. Alors, à votre avis, ce serait quoi le constructeur? Vous savez pas? Ok. Le constructeur, tout à l'heure, je parlais... justement, on va vérifier que vous suivez bien. Quelle était la relation qui allait de la classe vers l'objet? Alors, quelle est la relation qui allait de la classe vers l'objet? Ça veut dire lorsque j'avais codé ma classe qui va me permettre de créer un objet. C'était quoi le terme technique qu'on avait utilisé? Instantiation. Eh bien, si vous voulez que je fasse un super néologisme, le constructeur, c'est l'instanciateur. D'accord? N'utilisez surtout pas ce mot. Déjà, c'est imprononçable et c'est pas le bon mot. C'est ce qu'on appelle le constructeur. Le constructeur, c'est là où vous allez expliquer, si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit, on doit gérer dans la vie d'un objet sa naissance, sa vie et sa mort. Et bien, typiquement, le constructeur, c'est sa naissance. Et c'est là que vous allez expliquer, ok, quand mon matériau il va naître, on aura besoin de telle info pour que lui sache ce qu'il est comme matériau, etc., etc., etc. Donc, il y a des constructeurs qui vont être très simples, ça va être le cas aujourd'hui, comme on peut avoir des constructeurs qui vont faire 200, 300 lignes de code. Ok ? Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le cas en projet, ce ne sera pas le cas aujourd'hui non plus. Donc, si vous devez avoir un petit peu un moyen mémotechnique, le constructeur, c'est ce qui me permet de construire un objet. C'est donc l'équivalent de l'instanciateur. Donc, c'est ça qui va me permettre d'instancier un objet. Ok ? En Python, eh bien, ce constructeur, il est précodé. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de coder le constructeur si ce n'est pas celui par défaut. Et celui par défaut, c'est celui qui vous fait un objet complètement vide. Donc, dans tous les cas, vous allez fortement, dans des cas très spécifiques qu'on verra également ensemble, très fréquemment, vous serez obligé de redéfinir le constructeur puisque vos besoins, c'est rarement une coquille vide. Ok ? Donc, on va faire ensemble le constructeur et donc ce qui va nous permettre d'instancier un objet à partir de la classe matériaux. Donc, on va instancier des matériaux à partir de la classe matériaux. Et puis, on va jouer un petit peu avec tout ça. Et ça me permettra de vous montrer pas mal de choses. Alors, est-ce que... Voilà, hop là. Donc, on va passer en mode démo. Donc, pour cela, hop, je bascule. Hop, sur Python. C'est pour ça que c'est super Twitch avec les scènes et tout et tout. Donc, si je bascule maintenant sur Python. Donc, je vais me mettre ici. C'est bon, c'est assez lisible le code, vous le voyez bien? Même ceux qui sont en dégradé. Genre là, si je fais un print de coucou, c'est bon, vous le voyez bien? Oui, ok. Pour l'instant, c'est normal que vous ne voyez pas la console. Elle apparaîtra sur une autre scène en fonction des besoins. Voilà, hop, elle est là, hop, elle n'est plus là. Donc, oui, c'est bon. Ok, super. Donc, j'enlève le coucou, ça ne m'intéresse pas. Donc, première chose, je veux créer une classe. Pour créer une classe en Python, attention, l'instruction, c'est classe. Donc jusque-là, c'est pas très très compliqué. On voit aussi, alors moi encore une fois, j'utilise Spider ici. J'utilise Spider avec un code couleur spécifique. C'est Spider Dark, un truc comme ça. Vous avez plein d'autres environnements de développement. Vous avez plein d'autres codes couleurs. Voilà. Dites-vous juste qu'on voit très bien que l'environnement de développement comprend ce que vous voulez faire. Et donc du coup, il va aussi vous aider et identifier si vous faites des bêtises. Donc, après avoir dit que vous voulez faire une classe, eh bien, lui, il attend une chose, c'est le nom de la classe. Ok ? Alors, pareil aussi, je vous ai mis sur Savoir un petit best practice, ce qu'on appelle des bonnes pratiques, sur comment faire pour bien nommer le nom de vos variables, le nom de vos classes, le nom de vos instances, etc. Alors, pourquoi on fait ça? Tout simplement pour qu'en un coup d'œil, on puisse très rapidement voir si cette variable-là, c'est un objet, si c'est un entier, si c'est une classe, etc. Donc, il y a des conventions de nommage que je vous conseille de garder et de toujours avoir. D'accord? Donc là, typiquement, une des conventions de nommage, c'est une classe. On va toujours commencer par une majuscule. Ce n'est pas une contrainte du tout de Python, d'accord? C'est juste une bonne habitude à prendre. Essayez d'avoir des conventions, de les garder, de s'y tenir. Et encore plus quand vous allez travailler à plusieurs, parce que déjà, c'est déjà chaud de relire son code quand on le relit une semaine après, peut-être même des fois le lendemain. Relire le code de son camarade, de son binôme de projet, si vous n'avez pas convenu ensemble de conventions, ça va vite devenir le bazar. Ok? Et après, je vais mettre ici des parenthèses, et je ferme, plutôt j'ouvre mon bloc d'instructions avec les deux points, comme tous les blocs d'instructions que vous savez faire jusqu'à maintenant. Ok? Les parenthèses ici, pour l'instant, je vous demande de les mettre sans pour autant comprendre à quoi ça sert. On y reviendra très rapidement. D'accord? Mettez-les, même si ce n'est pas obligatoire non plus en Python.
C'est-à-dire, elles peuvent, si vous mettez des parenthèses vides, c'est exactement la même chose que pas mettre de parenthèses du tout. Et ça ne sera pas une erreur de code. Moi, je vous impose, en tout cas dans un premier temps, de prendre l'habitude de les mettre quand même, juste pour montrer que vous n'avez pas oublié quelque chose. D'accord? Alors, le quelque chose, on en parlera plus tard. Mais là, je suis en train d'exprimer que non, il n'y a pas un certain type de relation qui existe entre matériaux et le reste. Donc, dans tous les cas, mettez des parenthèses. Oui, il y a un cas où il faudra remplir les parenthèses. On en parlera bien plus tard. C'est quand on fera de l'héritage. Ok? Donc là, le fait de le mettre dit « j'ai fait exprès, j'ai rien oublié, il n'y a pas d'héritage ». Me demandez pas c'est quoi l'héritage, on en parlera plus tard. On va pas on va pas commencer direct avec les trucs qui sont un petit peu tricky. Ensuite, comme je l'ai dit, il n'existera pas toute classe a nécessairement un constructeur. Si je vous montre vite fait, on a un constructeur par défaut. C'est-à-dire si je ne mets pas de code, si je fais pass, d'accord? Donc ça c'est une instruction en Python qui permet de dire ok, le bloc d'instruction il est vide. C'est pas une erreur, j'ai rien oublié, il est vide. Ok? Vous pouvez faire ça avec un if, etc. Donc là, je viens juste de créer une classe et j'ai rien mis dedans. Ni constructeur, ni rien du tout. C'est bon? Tout est visible? Donc voilà, c'est parti. Donc j'ai créé, je lance mon programme, il a bien été lancé, on va le run file, donc tout s'est bien passé. Ok? Donc là, j'ai pas de message d'erreur. Comment je fais maintenant pour créer un objet? Comment je fais pour instancier à partir de la classe? Donc pour ce faire, eh bien je vais pouvoir dire, je vais me mettre là dans la console. Vous voyez bien dans la console? Ouais. Je vais pouvoir dire par exemple, mon premier matériau égale, et je mets le nom de la classe. Matériau. D'accord? Voilà, je suis en train de créer, d'instancier un matériau. Donc je l'appelle mon premier matériau, c'est une variable dans laquelle je vais stocker un objet matériau. Je valide. Ah, j'ai écrit deux fois. Oh là là. J'ai écrit deux fois matériau. Donc matériau. Voilà. J'ai pas eu de message d'erreur. Ça marche? Donc là, on voit que tout s'est bien passé. J'ai pas eu de message d'erreur parce que cette fois-ci, j'ai pas eu une erreur de copier-coller et tout s'est bien passé. Donc si je fais mon premier matériau maintenant, si je valide, on voit des messages qui sont apparus. Et ce message-là, il est un petit peu ésotérique, d'accord? Vous le voyez bien. Et donc, on retrouve des informations importantes, d'accord? Déjà, on remarque une chose, bien que je n'ai pas créé de constructeur, il y en a toujours un par défaut en Python qui va vous permettre de faire, comme j'ai dit tout à l'heure, une coquille vide. Donc, ça veut dire que là, j'ai bien un objet matériau. C'est ce que dit la première partie, ce que donne la première partie de ce qu'on appelle la représentation de l'objet. Donc là, il me dit qu'est-ce qu'il y a dans la variable. Il me dit, bah tiens, il y a un truc de la classe matériau qui vient du main. Donc, le main, c'est simplement le code principal. Et après ce at et cette adresse ici hexadécimale, c'est rien de plus que le pointeur, c'est-à-dire l'adresse mémoire dans laquelle est proprement rangé cet objet. D'accord? Donc comme je disais tout à l'heure, c'est l'ordinateur qui va gérer l'identité. Et voilà, comment il est fait, une fois qu'il a créé l'objet, il le met proprement dans un espace, dans une case mémoire, et c'est lui qui gère cette case mémoire. D'accord? Et si vous voulez le retrouver, vous le connaissez maintenant son adresse, et cette adresse, elle est proprement stockée dans la variable qui s'appelle mon premier matériau. Donc là, la première chose, c'est que même si je n'ai pas défini de constructeur, il y en a un par défaut. Mais il est nul, il n'y a rien dedans. Voilà, mon matériau, c'est un matériau, super, mais j'ai aucun attribut, j'ai aucun comportement, j'ai aucun état. Donc ça, c'est vraiment le niveau très très pauvre. Si maintenant, je vais un petit peu enrichir tout ça et rajouter les caractéristiques attendues du matériau. Les caractéristiques attendues du matériau, si je reviens à la présentation, c'est le nom, c'est sa masse volumique et sa résistance élastique. D'accord? Donc c'est parti, je vais commencer à les définir puisque ce sont des caractéristiques qui sont nécessaires. Puisque ce sont des caractéristiques qui ne sont pas disponibles par défaut dans Python, ça serait un petit peu surprenant, eh bien je vais les définir moi-même. Et pour les définir moi-même, il va falloir que j'explique quel est le constructeur, donc l'instanciateur, la fonction, qui va gérer la naissance de mon objet. Et donc pour cela, je vais créer une fonction qui s'appelle def, et comme on l'a vu tout à l'heure, l'instruction en Python, c'est init. Alors faites attention, c'est des doubles underscore, d'accord? Là il y en a deux. Si je vous le colle dans le chat, comme ça vous la voyez bien. Tac, ce que j'ai mis comme instruction, c'est des doubles underscore. En Python, toutes ces fonctions-là, donc celles qui ont des doubles underscore de chaque côté de l'instruction, c'est des fonctions spéciales de Python que vous allez pouvoir, ce qu'on appelle surcharger, ça veut dire redéfinir localement dans vos classes. Et ça va être super pratique puisqu'on va le voir, plus vous connaissez des fonctions spéciales de Python, plus vous êtes capable de les tuner, plus votre code il sera totalement intégré au reste du langage Python. C'est-à-dire qu'on pourra très bien utiliser votre classe comme si elle était native, comme une liste, un entier, une chaîne de caractères ou j'en sais rien. Ok?
Alors c'est sûr que c'est comme en anglais, plus vous connaissez de mots, bah, plus le discours il va être fluide, d'accord. Même si vous ne connaissez pas plein de mots, vous êtes quand même capable de vous faire comprendre, mais là, plus ça va être fluide, plus ça va être intégré, et puis plus ça sera cool à utiliser votre code. Donc ici, init, c'est une fonction, d'accord, classiquement, donc ça veut dire le nom de la fonction. Je mets mes parenthèses, avec l'intérieur, je vais avoir des arguments, et les 2 points pour ouvrir le bloc du qu'est-ce qui se passe quand la fonction elle est appelée. Ok. Si je reprends maintenant, ici, ce constructeur. Donc là, on voit que eh bien, j'ai 3 attributs dont je vais avoir besoin. Ok, donc je vais tout de suite les exprimer. Pour exprimer un attribut, eh bien, je vais devoir exprimer une variable qui stockera la valeur de cet attribut. Et puisque l'attribut, la valeur dépend de l'objet, je vais devoir spécifier que cet attribut, il est propre à l'objet, pas à la classe, à l'objet. Il y a une différence entre l'attribut qui est commun et la valeur de l'attribut qui est propre. Pour dire quelque chose est propre à un objet, le mot-clé qu'on va utiliser, c'est self. Donc dès que je mets self, on voit il a une coloration spécifique. Il a compris que c'est un truc spécifique. Je vais mettre un point. D'accord? Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être lié à l'objet. Et je vais lui donner le nom. Donc par exemple, le nom. OK? Et je dis que pour l'instant, c'est une chaîne de caractères. Je la remplirai après. Et je vais faire pareil avec les autres. Self. Ah oui. Monsieur Etienne, vous faites des erreurs. Si justement, là, Monsieur Etienne, il fait n'importe quoi. Si justement, vous avez besoin ici de définir un comportement qui est spécifique à un objet, il faut aussi mettre self dans la méthode pour bien préciser que la méthode va avoir un comportement qui n'est pas global, mais qui est vraiment lié qu'à l'objet à qui on va demander de naître. Donc ici, self.nom, self.la masse vol, donc masse vol. Donc ça va être un flottant. Et puis, self. C'est quoi la dernière? C'est la résistance élastique. Pareil, je vais le mettre en flottant. Je pourrais le mettre en entier. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de définir des variables. Ok? Nom, masse vol et RE sont des variables. D'accord? Si ce n'est que ces variables-là, c'est exactement comme vous avez l'habitude de faire. D'accord? Vous êtes déjà capable de faire nom égale guillemets pour dire que c'est une variable de type chaîne de caractères. Moi, j'ai fait la même chose. Sauf que j'ai dit que cette variable-là, son comportement est propre à l'objet. D'accord? Ce qui fait que je peux très bien avoir plusieurs objets matériaux. Ils auront tous un nom, mais la valeur du nom dépend de l'objet. D'accord? C'est ça qui est important. Le self, il est là pour dire, attention, là, c'est pour l'objet en cours. Et l'objet en cours, bah, c'est celui qui est en train d'être instancié, puisque c'est en plein dans le corps plutôt, de la méthode init, du constructeur. On remarque que, tiens, justement, ces noms masse volumique et résistance élastique, bah, je serai capable de les donner dès la naissance de l'objet. D'accord? Ce n'est pas des choses qui vont évoluer. Pour l'acier, je sais que c'est tant, et ça évolue pas. D'accord? Donc là, ce que je peux très bien faire, eh bien, c'est directement ici, rajouter en argument, eh bien, ton nom. Je sais que pour pouvoir instancier et créer un objet matériau, j'ai besoin de connaître son nom, j'ai besoin de connaître sa masse volumique, et puis sa résistance élastique. Et voilà donc mes 3 arguments, d'accord, qui me permettent de dire, bah, tiens, pour pouvoir instancier un matériau, j'aurai besoin de lui préciser son nom, sa résistance élastique et sa masse volumique. Et je fais le reste ici, bah, je le repasse dedans. Donc ton nom, ta masse vol. Ça veut dire que là, bah, lorsque je vais créer mes variables, ouais, c'est plutôt ton RE, c'est mieux que tar. Voilà. Voilà. Donc là, ce qui vient se passer, c'est que lorsque je vais instancier un objet matériau, eh bien, je vais stocker bien au chaud les 3 informations que je lui aurais passées, respectivement son nom, sa masse volumique et sa résistance élastique. Et si je crée 2 objets matériaux avec des valeurs différentes à l'instanciation, ils auront tous les 2 exactement des attributs, les mêmes attributs, mais la valeur pourra différer. Parce que c'est chacun qui stocke ces informations. Ok? Ça va jusque-là? Donc n'oubliez pas, si vous voulez un comportement qui soit spécifique à l'objet avec lequel vous êtes en train de travailler, ne faites pas l'erreur que j'avais faite, c'est-à-dire n'oubliez pas de mettre en premier argument, et ce sera toujours le premier, self pour dire que cette fonctionnalité, elle se focalise que sur un objet à la fois. Et encore une fois, le constructeur ne peut se focaliser que sur l'objet que je suis en train d'instancier. C'est bon? Ça va pour l'instant? Je vous ai perdu? J'attends un petit feedback au cas où.
Sinon, je continue la démo en créant notre premier matériau, mais cette fois-ci défini. Au calme, tranquille, ça va, c'est bon, ça va en gros. Ah, le en gros, ça veut dire qu'il y a des trucs qui vont pas. À quoi sert le self? Alors, je le répète, j'attends de voir où ça nous mène. Voilà, ça va nous amener jusqu'à pendant une vingtaine d'heures ensemble. Donc, si je réexplique à quoi correspond le self signifie tout simplement que le travail que l'on est en train de réaliser ne va s'appliquer qu'à un seul objet à la fois et pas à tous les objets qui appartiennent à la classe. N'oubliez pas qu'on est en train de coder une classe et que la classe, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est ma matrice de forge. Donc là, c'est comme si j'avais une matrice de forge un peu modulaire que je pouvais changer un petit peu et puis comme ça, j'obtiens un objet. Je rechange quelques petites caractéristiques de mon outil de forgeage et puis j'ai un autre objet avec des caractéristiques qui seront différentes. Ouais, le temps de s'y faire, ouais. Ok. N'inquiétez pas, après vous allez en faire plein de fois. Donc une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir recréer un nouveau matériau. Donc mon deuxième, je vais relancer le code, n'oubliez pas. Voilà. Donc mon deuxième matériau est égal à la classe matériau. Là, j'ouvre les parenthèses et normalement, alors je ne sais pas si vous le voyez dans le feedback visuel sur Twitch, il me dit, tiens, maintenant pour pouvoir être créé, on a besoin d'un nom. Donc, je vais lui donner, je vais l'appeler acier. On a besoin d'une masse volumique. Je mets des trucs au pif. Et j'ai besoin d'une résistance élastique. Voilà. Et c'est parti. D'accord ? On voit, j'ai mis différentes valeurs. Alors, je réponds vite fait à la question d'Alois. Le self dans le init, il s'appliquerait aux autres matériaux, mais pas à tous les objets, c'est ça? Non. Il s'applique qu'à un seul matériau à la fois. Celui qu'on est en train de créer. Dès que vous mettez self, il va se focaliser sur un seul objet de la famille qui représente la classe. Donc, c'est bien votre deuxième partie ou bien juste à un seul des matériaux. Donc, ça va juste s'appliquer à un seul des matériaux. OK? Donc, si je continue ma démo, là, si je regarde mon deuxième matériau, eh bien, c'est bien aussi un matériau. On peut aussi faire des choses comme ça. Je peux regarder quel est son nom. Donc, je fais le nom de ma variable qui contient un objet, point, son attribut. OK? Et là, je vois, c'est de l'acier. Alors, je peux faire d'autres choses. Par exemple, du coup, je peux faire ça. Mon deuxième matériau, point masse vol, égale 0,25. OK? Et donc, si je regarde maintenant mon deuxième matériau, point masse vol, la modification a bien été opérée. Ça marche? Donc, on voit, j'ai défini des attributs. Et par exemple, si je prends un attribut qui n'existe pas, si je fais mon deuxième matériau, point, je sais pas moi, résistance à la rupture, il me dit qu'il n'existe pas. OK? Donc là, j'ai bien créé des attributs. Ils ont bien été quantifiés dès la naissance. On peut les faire évoluer au cours de la vie de l'objet. Et je vais revenir après là-dessus sur le comportement ici de pouvoir modifier des attributs. Alors, je reprends avant à la question de Bruno. Les types sont toujours à définir? Oui. C'est un grand oui. Normalement, Python, vous ne le force pas. Encore une fois, Python, c'est la première affectation qui va typer votre variable. CF, ceux qui ont fait des matrices NumPy après qui voulaient mettre des lettres dedans, après les avoir créées en mettant des zéros. Voilà. Vous avez créé une matrice d'entier, vous voulez mettre un caractère, 1, ça ne rentre pas. Là, c'est pareil. Donc, c'est la première affectation qui va typer. Le problème, c'est qu'après, vous risquez d'avoir, là, par exemple, ici, si je type pas et que la personne qui utilise mon code fait n'importe quoi, lui du nom, il met une valeur à la place de la masse vol, il met une chaîne de caractères, etc. Eh bien, tout le reste de mon programme qui part comme hypothèse que masse vol, c'est un flottant, que résistance élastique est un flottant, si vous ne forcez pas ces types-là, c'est pas Python qui va le faire. Et donc, c'est possible que tout le reste de votre programme après, il plante parce que vous partez, vous développeurs, que vos attributs sont d'un type donné et ce qui a été affecté n'est pas de ce type-là. OK? Donc oui, Bruno, et oui pour tout le monde, vous typez vos attributs. D'accord? Et on va aller même un petit peu plus loin que ça. OK, donc là, on a vu, on a créé un objet, on en a même créé deux, d'accord? On a même déjà été capable de jouer avec leurs attributs. Alors, aussi, ce qui est rigolo, si je regarde mon premier matériau, si je fais point nom, il me dit, tiens, ça n'existe pas. Et à votre avis,
Pourquoi j'ai ce comportement-là? Ça me permettra d'éviter de souvent répondre à cette question-là. Donc je vous mets dans la situation, et à votre avis, pourquoi ici, mon premier matériau, bah, quand je lui demande son nom, il me dit bah je connais pas de nom. À votre avis, pourquoi? C'est super logique, mais vous allez vous faire piéger. Si, mon premier matériau est bien un objet matériau. Voilà. Alors, maximum, voilà, vous commencez à avoir matériau de la classe. Non, c'est bon. Mon premier matériau est trop ancien, on n'avait pas dit le nom avant. C'est exactement ça. Faites attention dans la console, vous pouvez avoir des bouts de code avec différentes versions. Ce qui s'est passé, c'est que mon premier matériau, si vous vous en rappelez, on l'avait défini, on l'avait créé avec l'ancienne version du code. Là où il n'y avait pas de init, ou plutôt le init par défaut, c'était la coquille vide. Mon deuxième matériau, c'est une variable qui contient un objet dans la nouvelle version du code, d'accord, qui lui a un nom, une masse volumique et une résistance élastique. Vous ne faites pas piéger. D'accord? Ça veut dire que quand vous allez faire du test, assurez-vous bien que les objets avec lesquels vous êtes en train de jouer dans la console sont bien dans la dernière version de votre code. Parce que sinon, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, d'avoir des étudiants qui me disent « Monsieur, je comprends pas, ça marche pas, j'ai changé le code, j'ai tout corrigé et j'ai toujours des erreurs. » C'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas réinstancié leurs objets dans la dernière version de leur code. Et donc, le comportement qu'ils avaient corrigé, qui était super bien dans la définition, ce n'était pas celui qui était utilisé dans les objets qui vivaient dans la console. D'accord? Donc faites attention à ça. D'ailleurs, souvent, moi, ce que je vous conseillerais de faire quand vous faites du test, c'est de pas du tout faire les instanciations ici dans la console, mais plutôt de faire les instanciations dans votre code. Donc typiquement, vous le mettez là, au niveau de la racine, et puis ça y est, maintenant, à chaque fois que vous allez relancer votre code, eh bien, il va réinstancier un nouvel objet matériau avec l'ensemble de ses caractéristiques, et va bien les mettre dans la variable mon deuxième matériau. Ça, vous êtes sûr que vous avez bien un truc qui est toujours à jour dans votre console. OK? Donc vous ne faites pas piéger, c'est un classique, d'accord? Donc si à un moment donné, il y a un truc qui est chelou, c'est-à-dire que le comportement de ce que vous êtes en train d'utiliser dans la console, c'est pas du tout celui que vous avez défini, c'est qu'il y a de fortes chances que c'est l'ancienne version de votre code. Donc réinstancez bien à chaque fois. D'accord? Alors, si je continue maintenant ma petite démo. Donc là, on a vu des choses. On a vu que là, mes attributs, je suis capable de faire un peu nimp avec eux. D'accord? C'est-à-dire que là, si je relance mon code, voilà. Si je prends mon deuxième matériau, je peux faire mon deuxième matériau point masse vol, et je lui dire égal moins 1250. Il ne bronche pas. D'accord? C'est le comportement par défaut de Python, c'est que tout est grand ouvert. Et ça, c'est un truc qui n'est pas super méga top. Parce que si tout est grand ouvert, alors déjà on peut consulter n'importe quoi, bon, à la limite en soi c'est pas forcément ce qu'il y a de plus grave, mais surtout on peut modifier n'importe comment. Et là, l'objet n'a pas du tout eu son mot à dire. C'est-à-dire que là, j'ai mis une valeur qui était négative, il n'y a eu aucun contrôle qui a été fait, d'accord? J'ai pris l'objet, j'ai dit tiens, prends là la valeur, tu prends, tu te tais. Ça, c'est pas une bonne pratique, d'accord? C'est autorisé par Python, c'est allègrement utilisé aussi par Python, mais là après derrière, pour vous en tant que développeur, pareil, vous n'avez aucune assurance que les variables que vous avez définies comme étant vos attributs sont du bon type, qu'ils ont des valeurs qui sont dans les domaines que vous souhaitez, une masse volumique négative, c'est un peu chelou quand même, etc. Ok? Donc, on va faire quelque chose que je vous demanderai également de faire dans tous vos projets et dès maintenant, on va commencer à verrouiller. Par défaut, en Python, tout est grand ouvert. Si je prends d'autres langages de programmation, typiquement si je prends du C, du C#, etc., tout est par défaut fermé. En Python, tout est par défaut ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ferme tout. Ok? Donc, ce qui va nécessiter un peu plus de code. Là où, par exemple, pensez, ce bout de code-là aurait suffi pour que tous les caractéristiques soient ce qu'on appelle privées. C'est-à-dire que je ne sois pas capable de modifier ou de les consulter sans demander l'autorisation à l'objet. Si vous vous rappelez un petit peu ce que je disais tout à l'heure, il faut que les objets soient responsables de leur comportement. Il faut aussi qu'ils soient responsables de leurs attributs. C'est-à-dire que ce ne soit pas n'importe comment qu'on puisse faire des modifications, mais qu'on puisse et qu'on doive leur demander de faire une modification. Et s'ils l'acceptent, ils vont eux-mêmes faire en interne leur propre modification. Donc, deuxième élément aussi important, et là qui est lié à Python, à peu près tout ce que j'ai dit avant sur le constructeur, c'est valable peu importe le langage de programmation, ce ne sera pas les mêmes syntaxes. Par exemple, si je prends du VB, ça sera l'instruction new. Si je prends d'autres codes, ça sera 2 points. Voilà, peu importe.
Ce qui est important ici, c'est bien prendre en considération, c'est qu'en Python, par défaut, tout est ouvert et c'est pas une bonne idée. Encore moins pour des débutants. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment faire pour verrouiller, fermer et de dire, bah tiens, bah, tu as le droit de consulter tel attribut, mais tu n'as pas le droit de le modifier. Ou alors, tu as le droit de demander de faire la modification et c'est l'objet qui vérifie si la modification, il l'accepte ou pas. Ok? C'est clair encore jusque-là? C'est toujours au calme, tranquille? Ok. Donc, pour l'instant, c'est toujours tranquille tant que c'est pas bloqué devant le clavier. Hein. On en parlera la prochaine fois. Donc, ce qui va me permettre d'introduire le concept de property, de propriété. Une propriété, c'est justement un attribut qui va être, excusez-moi, je vais faire pas mal d'anglicisme, qui va être managé en anglais, qui va être géré. Ça veut dire que c'est bien l'objet qui va gérer si on peut consulter, c'est-à-dire regarder la valeur d'un attribut, ou si on peut muter, modifier la valeur d'un attribut. Okay? Donc ça, c'est des mécanismes qui, étant donné que dans Python, c'est pas par défaut, il va falloir que nous-mêmes, on les rajoute pour s'assurer qu'on ait un comportement qui soit le plus propre possible et surtout pour lequel vous avez le plus de maîtrise possible. D'accord? Ça, c'est important. Parce que sinon, on pourrait faire n'importe quoi avec vos objets et puis faire que votre programme ne marche pas, etc. Donc là, on va mettre en place ce qu'on appelle des propriétés. D'accord? Donc c'est parti, je retourne sur le code et je vais mettre en place ces propriétés. Donc je reste toujours dans ma classe matériaux et puis voilà, j'aimerais bien déjà que tout ça ne soit plus accessible n'importe comment. Il existe une convention de nommage qui va me permettre de dire que l'ensemble de ces attributs ici, je ne veux plus qu'ils soient directement accessibles, soit en lecture, soit en modification, soit même en suppression. Donc pour cela, on peut le préciser en mettant un underscore devant le nom de vos variables qui sont vos attributs de votre état. Donc lorsque j'ai fait ça, si je relance mon code, d'accord, je relance mon code ici, je retourne vite fait dans la console, et maintenant si je fais mon deuxième matériau, point, et si j'appuie sur tab, donc là vous entendez certainement que j'appuie comme un malade sur mon clavier, plus rien n'apparaît. Ça veut dire que ces trois attributs sont maintenant devenus invisibles. C'est-à-dire on ne peut pas les voir depuis l'extérieur de l'objet. Alors, ce n'est pas totalement vrai. Je suis en train de dire ici, non pas qu'ils sont privés, ce qui en sera encore un autre niveau de verrouillage, mais qu'ils vont être tout simplement gérés, managés. C'est-à-dire que je vais autoriser la modification et la lecture si on demande à l'objet de lire ou de modifier. Donc pour cela, justement, lire et modifier, c'est ce qui correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure, un assesseur. Donc c'est la méthode qu'on va appeler lorsqu'on voudra consulter quelque chose, et le mutateur, c'est-à-dire la fonction qu'on voudra appeler lorsque je voudrais faire une modification d'un attribut particulier. Donc pour cela, je vais déjà définir ces deux fonctions respectivement. Donc là, je vais faire def mon assesseur. D'accord? Alors je vais même le faire autrement, je vais faire accéder à, je sais pas, on va prendre massVolumique de tout à l'heure. Accéder à massVol. Pareil, n'hésitez pas à mettre des noms de variables explicites, n'hésitez pas à mettre des noms de méthodes, d'accord, des fonctionnalités explicites également. Un autre conseil que je vous donne aussi, c'est toujours de mettre un verbe d'action pour qu'on puisse déjà un petit peu comprendre à quoi elle sert. Sans regarder le code, on voit déjà bing, accéder machin. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une pelletée de fonctions, assez rapidement, on sera capable de choisir la bonne. Tout comme, je pense que là, quand vous avez regardé tout à l'heure ou hier pour la classe et la librairie Pilo, à un moment donné, vous aimeriez bien avoir des trucs explicites pour comprendre à quoi sert telle fonction, tel attribut, etc. Faites pareil avec vos propres programmes. Donc ici, j'ai accédé massVol. J'ai pas besoin de paramètres en entrée. Bien entendu, puisque la masse volumique dépend de l'objet à qui je vais la demander, c'est bien une méthode d'objet. Donc j'ai bien forcément un self. Et ici, si je lui demande, je n'ai pas de raison de l'interdire, donc j'accepte et je vais lui retourner justement cette valeur de la masse volumique. Ok? Donc là, accéder masse volumique, c'est une fonction qui, quand je l'appelle, va demander à l'objet « Hey, tu me donnes ta masse volumique » et il va me la retourner. Il n'y a aucun test, aucun contrôle, d'accord? Il va juste faire ce que je lui demande. Donc là, c'est ce qui est intéressant, c'est puisqu'il y a un def, puisqu'il y a une fonction, je pourrais très bien mettre ici une pelletée de tests qui sont là pour vérifier si j'autorise ou pas, d'accord, ce que je veux envoyer, et voir même
quel est le format de ce que je vais lui envoyer. Ça se trouve, je peux très bien ne pas lui envoyer directement la masse vol, mais je sais pas, moi, la masse vol fois un coefficient, ou à laquelle eh bien j'ai pris que la partie entière, etc. Bon. J'extrapole, c'est juste pour bien vous faire comprendre. Donc voilà, j'ai mis en place ce qu'on appelle l'assesseur. Du coup, je vais peut-être mettre un petit print, et je vais dire, voilà, passage dans l'assesseur. Ok? On va faire pareil avec, eh bien, l'inverse. C'est-à-dire, cette fois-ci, je ne veux pas lire le contenu d'un attribut, mais je vais aller le modifier. Je vais changer la masse volumique. C'est parti. Def, modifier, masse, vol. Alors, je vais enlever le A, hein, c'est pas très propre. Accéder masse vol et modifier masse vol. Pareil, ici, ça reste la masse volumique d'un matériau en particulier. Je ne vais pas changer la masse volumique de tous les matériaux d'un coup. D'accord? Et qui plus est, puisque je veux la modifier, il faut que je fasse passer quelle est la nouvelle valeur. Donc, nouvelle valeur. OK? Donc ici, j'ai bien ma signature avec, je précise que c'est bien un objet que je m'intéresse, d'où le self, et je vais lui faire passer dans nouvelle valeur, eh bien, la valeur que je veux qu'il obtienne maintenant. Et c'est là où c'est intéressant, puisque je suis dans une fonction, je peux très bien faire un if. Et vérifier eh bien, qu'on ne me file pas une masse volumique, par exemple, qui soit nulle, ou une masse volumique qui soit négative. Donc, if float de nouvelle valeur est strictement supérieur à 0, alors je l'accepte. Sinon, je ne la veux pas. D'accord? Et donc, si je l'accepte, je dis, bah tiens, ma masse volumique, j'ai du mal, c'est égal à float de nouvelle valeur. OK? Et là, encore une fois, je vais mettre ici un petit print pour qu'on puisse voir passage dans le mutateur. OK? Jusque-là, ça va? C'est bon? Imaginons pour l'instant, on peut utiliser assert, Ouais. Ouais. Mais on va voir en quoi on va pas utiliser assert. Si je continue, là j'ai défini deux fonctions. Donc c'est-à-dire que si je lance mon code, ces fonctions existent. D'accord? Si je fais mon deuxième matériau, point, et si je fais tab, je vois maintenant, et normalement vous devriez voir sur le... Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe, mais je vois que j'ai bien accédé masse vol et modifié masse vol. Donc si je fais accéder masse vol, voilà, j'oublie pas les parenthèses que j'appelle une fonction, bing, j'ai bien passage dans l'assesseur et j'ai la nouvelle valeur. Vous voyez pas? Vous voyez pas l'aide contextuelle? Oui, Bruno, vous pouvez toujours forcer. Mais si vous forcez, bah, vous faites des bêtises et vous les faites volontairement. Vous ne voyez pas l'auto... Ah, bah, ça, je ne sais pas comment faire. Donc, si vous ne voyez pas l'autocomplétion, c'est pas grave. Je vous dis ce qui se passe. On voit deux choses. On voit accéder masse volumique et on voit modifier masse vol. D'accord? Donc, on voit bien les deux fonctions qu'on a rajoutées. Elles sont disponibles. Elles ne sont pas masquées. Elles sont disponibles. Donc Bruno, je reviendrai après à la question que vous venez de poser. Elle est intéressante. Donc si je fais maintenant l'inverse, si je fais mon deuxième matériau point modifier, d'accord, je mets la nouvelle valeur. Donc par exemple, je mets moins 25. Si j'appuie sur entrée, il me dit bien passage dans le mutateur. Donc je suis bien passé dans la fonction modifier masse vol. Et puisque normalement, bah, ma condition elle n'est pas respectée, si je vais aller y accéder, je vois que c'est toujours l'ancienne valeur qui est toujours stockée. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça veut dire que c'est quelque chose qui eh bien, va nous permettre de gérer ce qui se passe. Et ce n'est pas nous qui allons directement modifier quelque chose. On demande à l'objet de le faire. OK? Alors ça, c'est le niveau, on va dire, élémentaire du mutateur et de l'assesseur. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va packager tout ça dans une tuyauterie qu'on appelle une propriété. Et la propriété, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va rendre l'utilisation d'un assesseur et d'un mutateur totalement invisible pour l'utilisateur. Donc ici, par exemple, là, je vais l'appeler. Donc j'ai appelé ma propriété, je vais l'appeler masse volumique. Alors, je ne vais pas l'appeler avec un majuscule, je l'appelle masse volumique. Donc ça, c'est le nom de l'attribut tel qu'il sera vu à l'extérieur. D'accord, on a vu que, puisqu'on avait mis un underscore masse vol, on ne le voit plus à l'extérieur de l'objet. Ben là, puisque je vais définir la propriété, c'est elle qui sera publique, c'est elle qui sera partagée et visible. Ok, je dis que c'est une propriété.
Une propriété, c'est quoi? Ben, c'est justement toute la tuyauterie qui va permettre de rendre facile l'utilisation par l'extérieur de l'objet de vos mutateurs, de vos accesseurs et même des suppresseurs. D'accord? On n'en a pas parlé, on en parlera relativement peu ensemble. Donc si j'ouvre une parenthèse, ben là il va me dire property et il me dit bah tiens, tu peux définir, je vous décris ce qui est écrit, ce que vous ne les voyez pas. Donc quand je fais property, il me dit tiens, tu peux définir un fget, donc c'est la fonction qui fait l'accesseur, get c'est l'accesseur, un fset, set c'est pour le mutateur, un fdel, donc c'est la fonction qui va être appelée si on veut supprimer, quand vous faites del quelque chose, et après il y a aussi le doc, etc., mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Donc c'est-à-dire que la première fonction que je vais mettre ici, c'est celle qui va me permettre d'exprimer accéder massvol, voilà, donc c'est l'accesseur, je ne mets pas les parenthèses, parce que je suis en train de référencer la fonction, je ne vais pas l'appeler, juste la référencer, et la seconde c'est accéder, c'est pas accéder, c'est modifier massvol. Et voilà, j'ai mis en place une propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, vu de l'extérieur, eh bien, je vais pouvoir directement, si je relance mon code, si je prends mon deuxième matériau, si je fais point masse volumique et que j'appuie sur entrée, bah, c'est comme si il existait un attribut qui s'appelle masse volumique, d'accord? C'est comme j'avais fait tout à l'heure lorsque je les avais pas protégés avec un underscore. Et donc là, je vois bien directement, eh bien, on voit que je suis passé dans l'accesseur et j'ai accédé, eh bien, à la valeur de underscore massvol. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place tout un ensemble de tuyauteries qui, vu de l'extérieur, bah, on a l'impression qu'on accède directement à l'attribut, alors que non, en fait, on passe par un mécanisme de propriété qui va appeler, si on veut juste consulter l'accesseur, et si on veut modifier, bah, il va appeler le mutateur. C'est-à-dire que si là, par exemple, je veux modifier la masse volumique, bah, il suffirait juste de dire mon deuxième matériau, point massvol, égale moins 25, et j'appuie sur entrée. Et on voit que je suis passé dans le mutateur, et forcément, bah, vu que là, je n'ai pas respecté les conditions, eh bien, ça ne sera pas validé. D'accord? Alors, si je reviens à la question de Bruno maintenant. Bruno me dit, mais techniquement, on peut toujours forcer le passage par matériau.non. Alors, la variable matériau.non n'existe plus. Si je fais ça, ça ne marche pas. Si je fais mon deuxième matériau.non égale guillemets guillemets, eh bien, cette variable, elle ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est underscore non. Si, ce que vous pouvez faire, si je reprends l'exemple de la massvol, donc si je fais ça, je peux toujours y accéder en direct. C'est-à-dire, si vous faites ça, massvol, et je fais égal moins 25, je ne suis pas passé par tout le mécanisme qu'on a mis en place, et pourtant, quand je regarde mon deuxième matériau point masse volumique, la modification, elle s'est bien passée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bah, tout ce mécanisme-là qu'on a mis en œuvre, d'accord? Donc là, j'ai fait le forçage. Ça veut dire que je n'ai jamais utilisé un élément qui était proposé par l'environnement de développement. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment fait le bourrin. Ok? Donc, un gros conseil, c'est ne faites pas les bourrins. Et typiquement, en examen, enfin pas en examen, mais en examen aussi, mais on vérifiera aussi dans la soutenance de projet que tout le code que vous faites, ce n'est pas un code de bourrin, mais que c'est un code qui est propre. Ça veut dire que vous respectez les décisions du concepteur. Si le concepteur a décidé de mettre un underscore quelque chose, d'accord, c'est qu'il souhaite que vous n'y accédez pas directement. Alors après, si vous le faites, c'est comme une voiture. D'accord, on a mis des feux rouges, vous pouvez très bien ne pas les respecter. Mais après, vous n'allez pas vous plaindre que vous venez de vous prendre un SMI en plein dans la tronche. C'est exactement pareil ici. Et vous pouvez très bien ne pas les respecter, mais si après votre programme plante où il fait des trucs mais qui vous ruinent votre PC, c'est votre problème. C'est vous qui avez fait un forçage. C'est clair, Bruno? Donc en débugage, ça peut passer, mais après en utilisation, jamais de référence directe à un attribut qui a été managé, voire même protégé. Et ça reste un reliquat de Python. Python, tout est open. Donc on peut faire n'importe quoi. Mais après, on ne va pas pleurer si on a fait n'importe quoi. Ok? Donc à partir de maintenant, forcément, vous mettez en place accesseur, mutateur, property. Et ça, en théorie, je dois le faire pour tous les attributs que je souhaite rendre accessibles, au minimum accessibles à l'extérieur. Juste, je vous fais une petite démo de qu'est-ce qui se passe si je ne définis pas de mutateur, par exemple. Donc si je refais la même chose ici, alors aussi ce qui est intéressant, c'est que puisque ça, là, j'en ai plus vraiment besoin parce qu'en utilisant masse volumique, eh bien, de façon totalement masquée, je les utilise, je peux aussi les cacher. Je peux très bien les mettre comme ça, bing, bing. Comme ça, l'utilisateur ne les voit pas, mais il va les utiliser sans s'en rendre compte en utilisant la propriété masse volumique.
Alors tout ça, encore une fois, c'est, et ce sera souvent ça en POO, c'est des bonnes pratiques, des bonnes habitudes. Si vous les prenez rapidement et tôt, ça sera mieux pour vous. Si vous ne les prenez pas, je ne dis pas que votre programme ne marchera pas, mais c'est juste que le jour où il faudra débugger, bah quelquefois ça va être d'une complexité à identifier que c'est parce que vous êtes en train d'accéder à un attribut que vous n'auriez pas dû, alors que vous avez mis en place tout un mécanisme de vérification qui avait été bien ficelé et bien pensé. Donc voilà, le code que vous faites avec vos mutateurs assesseurs, utilisez-les. Je reviens vite fait sur un autre exemple, par exemple sur le nom. Je ne veux pas qu'on puisse changer le nom du matériau, par exemple. Et ben, je vais définir un assesseur pour le... décidément. Voilà. Donc, je vais faire accéder nom. Voilà. Qui va me retourner tout simplement le self.nom. Voilà. Et je vais définir nom, sans underscore cette fois-ci, comme étant... Alors, encore une fois, ne cherchez pas une relation entre... c'est pas parce que j'ai mis le même sans l'underscore qui va faire le lien. Non, le lien, il le fait par l'assesseur et le mutateur que vous donnez dans les arguments de la property. Vous pouvez l'appeler to, voilà, par exemple, hein, to, you, to. Alors, je ne sais pas si c'est écrit comme ça. Il va faire le lien. Il fait le lien via quoi? Via les mutateurs et les fonctions que vous lui dites comme étant mutateur et assesseur. Et ici, on voit que je mets uniquement un assesseur. C'est-à-dire qu'en théorie, j'interdis la modification. Donc si je relance, voilà, si je fais mon deuxième matériau, donc je fais mon deuxième matériau, point to you2, j'y accède, je vois bien acier, et si je fais point to you2 égale bois, et il me dit, je ne peux pas modifier l'attribut parce que tout simplement, je ne l'ai pas autorisé. OK ? Hop là, je banne un petit peu. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour vous maintenant? Alors, question donc de... Alors, 4 trop, je sais pas, Fortron. J'ai pas compris à quoi sert le property. Le property sert à donner l'illusion à l'utilisateur qu'il accède directement à un attribut, alors que vous avez mis en place un certain nombre de tuyauteries, c'est-à-dire de fonctions, qui seront là pour gérer la lecture ou la modification des attributs qui sont cachés derrière. D'accord ? Ça va un petit peu mieux. Le but de la property, c'est juste, vu de l'extérieur, d'avoir le comportement comme si c'était un attribut que j'étais en train de modifier comme un bourrin directement, alors qu'en fait, non. C'est un attribut c'est plutôt des fonctions qui vont jouer le rôle d'assesseur mutateur que je suis en train d'utiliser et d'appeler de façon totalement transparente. D'accord ? Ça donne vraiment l'impression que vous utilisez un attribut, alors qu'en fait, derrière, vous êtes en train d'utiliser une pelletée de fonctions qui gèrent tout ce que vous êtes en train de vouloir effectuer. C'est pour ça qu'on appelle ça un attribut managé, géré, parce que derrière, vous avez géré qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur veut le lire, qu'est-ce qui se passe si vous voulez que l'utilisateur le modifie, qu'est-ce qui se passe si vous voulez que l'utilisateur le supprime. OK ? Oui, non, c'est mieux ? Non ? Bon. Je continue. Bon, pourtant, ouais, Thomas, c'est bon, mais je réponds à la question de 4 trop. Désolé encore une fois si j'écorche le pseudo. Donc, et justement, voilà, question de Bruno. Tout à l'heure, on parlait du ML et de l'ensemble des comportements. On les met jamais celles-là. Parce que elles sont implicites. Donc, vous pouvez les mettre, si vous voulez, pour discuter avec votre camarade en projet. Mais on les met rarement, parce qu'elles sont implicites. Ok ? Donc on va toujours mettre dans l'UML plutôt les méthodes et les fonctions qui sont spécifiques. Et là, c'est pas le cas. Je continue ? J'aimerais bien aller quand même jusqu'au tout ce qui est partage de pointeurs, etc. Donc je voudrais un petit peu avancer. Exactement, Moulin, c'est ça. Nicolas, pardon. Ça veut dire que property est un moyen de donner accès ou non à tel ou tel attribut, même voilà, d'accéder, de lire, voire de modifier. Si je veux être encore... En théorie, c'est lire, modifier, supprimer. Ou consulter ce qu'on appelle le docstring, c'est-à-dire la documentation. Ok ?
Je rebascule sur le cours parce que on est loin d'avoir terminé. Donc si je continue, hop, attribut de classe, etc. Pointeur. Voilà, là j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de temps là-dessus parce que c'est un point important. Ok, donc je vous laisse regarder ce petit bout de code qu'on a ici. D'accord, donc j'instancie un matériau. D'accord. Je dis, tiens, bois 2 égale bois. Alors ici, dans le code, ça s'appelle masse vol, mais nous, ça serait masse volumique. D'accord, égale 500. Et j'affiche après, je demande à bois d'afficher sa masse volumique. Alors dans le chat, tiens, quelle est à votre avis la valeur qui va être retournée? Il est mutable. Bon réflexe, il est mutable. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est soit c'est 600, soit c'est 500. Commencez pas à me proposer autre chose, sinon j'arriverai vraiment pas à comprendre d'où vous allez le pondre. Mais soit c'est 600, soit c'est 500. Mais ce que je vous propose, c'est que vite fait, je le fasse dans la console. Donc ici, mon deuxième matériau, je vais faire un matériau égale mon deuxième matériau. Je vais faire un matériau. Je suis vite fait dans la console, je reviens, je vous montre. Voilà. Donc je suis vite fait là. Donc alors j'avais dit c'était bois 600, et puis le reste, de toute façon, on s'en fiche. Voilà. Donc un matériau égale mon deuxième matériau. Un matériau point masse volumique égale 500. 500. Print. Après, c'est print lequel? Je ne sais plus. Je regarde le premier. Donc, mon deuxième matériau. Point masse volumique. Ok? C'est exactement le même cas. Ça marche? 42. Oui, c'est la réponse universelle, effectivement. C'est parti, je le lance. Alors, ce qui est intéressant, quand je regarde ici, on voit qu'on est passé dans le mutateur. C'est quand j'ai fait, eh bien, masse volumique égale 500. Quand j'ai fait print, je suis passé dans l'accesseur. Et là, on voit qu'effectivement, c'est plus la valeur 600 qui a été enregistrée. D'accord? C'est bien la valeur 500. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est justement le concept de pointeur. Si je regarde un petit peu plus, si par exemple ici, je fais mon deuxième matériau. Et si je fais matériau, un matériau, pardon. Alors, je vais faire un matériau et je vais faire mon deuxième matériau. Qu'est-ce que vous remarquez? Ce qui va aussi vous faire comprendre le pourquoi de ce comportement-là. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une information importante ici qu'on gère pas du tout. Souvent, on n'y fait pas trop attention. Exactement. On remarque que c'est exactement le même pointeur, la même adresse mémoire. Donc, si c'est la même adresse mémoire, c'est que c'est le même objet. Donc, ce qui s'est passé ici, lorsque j'ai fait un égal, j'ai pas fait une affectation par valeur, j'ai fait une affectation par référence. Je rentre un peu dans le détail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas copié-collé une valeur, j'ai juste dit, bah tiens, et ce qu'il y a dans ma variable, bah finalement, l'objet, je le mets dans l'autre variable, mais ça reste le même objet. C'est ça qui est intéressant, et je n'ai pas dupliqué l'objet, c'est le même. C'est comme dans les matrices, effectivement, des fois, certains se font avoir avec NumPy, ou lorsque vous faites de la multiplication de listes, d'accord? Souvent, ce qui se passe, c'est pour ça que vous devez faire un point copie. C'est, si vous ne le faites pas, bah, des fois, ça peut arriver, quand vous modifiez, je ne sais pas, vous êtes en train de remplir une ligne, vous la multipliez K fois, vous êtes en train de changer ne serait-ce qu'un élément d'une des lignes, bah, toutes, elles ont été modifiées. Pourquoi? Bah parce que c'est le même objet que vous avez dupliqué. Ah, justement, il n'est pas dupliqué. C'est le même objet qui est à plusieurs endroits, mais c'est le même. Ce qui fait que si vous le modifiez à un endroit, vous le modifiez partout. C'est exactement la même chose qui se passe ici. Ça veut dire que j'ai deux variables qui pointent vers, en mémoire, le même objet. Et ça, des fois pour vous, ça va vous perturber, mais ça, c'est super utilisé en PO. C'est là-dessus qu'on va pouvoir faire des liens entre les objets. Puisque, en fait, ce qu'on va faire à partir de maintenant,
eh bien, c'est un objet, il sera capable de contenir le pointeur d'un autre objet qui sera en relation avec lui. Et je ne duplique pas, puisqu'encore une fois, eh bien, je peux très bien avoir un même objet qui est stocké dans, non pas stocké, mais qui est désigné ou pointé par plein de variables différentes. Et ça, des fois, c'est super cool. C'est-à-dire que je peux très bien stocker un matériau dans une liste de tous les matériaux, comme je pourrais avoir ce matériau qui sera stocké dans l'ensemble des pièces qui sont constituées de ce matériau. Ok ? Et c'est ça qui est super intéressant, et c'est ça qu'on va utiliser à foison en POO pour faire de la relation entre les objets. Donc c'est un comportement normal, et c'est un comportement désiré. D'accord ? Ici, on fait du passage par référence. C'est-à-dire que ce qui transite ici, c'est pas la valeur du nom de la Masvol ou je sais pas quoi, c'est l'adresse mémoire de l'objet. Donc faites attention, à partir de maintenant, gardez bien ça en tête. On n'est plus dans les types par défaut, et on va aussi même, comme le fait remarquer le chat, que c'est des comportements que vous avez aussi, même avec les types par défaut, avec par exemple les listes, etc. D'accord ? Donc, voilà, faites attention à partir de maintenant. Quand vous faites des égalités et l'intérieur d'une variable, c'est un objet, eh bien, vous êtes tout simplement en train de dupliquer ou en train de faire deux variables qui vont pointer vers la même chose, vers le même objet. Donc, si vous la modifiez par un endroit, eh bien, peu importe les endroits par lesquels vous allez modifier cet objet, ça sera cet unique objet qui sera modifié. Et donc, peu importe par où vous allez le consulter, eh bien, voilà, il est unique, son comportement est unique, et donc, du coup, eh ben, ça va propager. Ok ? Donc ça, c'est super intéressant, et on va l'utiliser à fond dès qu'on voudra faire des relations qui ne sont pas des relations d'héritage. L'héritage, on en reparlera plus tard, je crois, parce que vu l'heure qu'il est, c'est mal barré. Donc, si je continue, est-ce que c'est bon pour vous ? À partir de maintenant, il faut l'accepter. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si je fais un égal, je ne suis pas en train de créer un nouvel objet. Encore une fois, pour instancier un nouvel objet, on a vu comment on fait. C'est l'instanciation. Et pour instancier un nouvel objet, il faut que je fasse le nom de la classe, parenthèse, et je mette les attributs attendus, enfin plutôt les arguments attendus dans le constructeur. Là, j'ai jamais appelé la méthode, jamais appelé le constructeur de matériaux. Donc, j'ai jamais instancié un nouveau matériau. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai copié-collé un pointeur. Donc, c'est toujours le même matériau, c'est toujours le même objet qui se balade dans deux variables. Alors, il n'est même pas dans les variables d'ailleurs. Il est en mémoire à l'adresse qu'on a. Il est déjà sur savoir. Donc, question de Thomas, est-ce qu'on aura le script sur savoir ? Il est déjà sur savoir. Ok ? Donc, vous aurez, effectivement, vous l'avez déjà, et donc vous pouvez déjà le regarder, même si l'intérêt de regarder un code fini maintenant, il est proche de 0. Si je continue maintenant avec justement comment on va utiliser ces pointeurs, et donc je vais reprendre un autre exemple, on va aller un petit peu plus loin. Donc justement, ce mécanisme de pointeur, c'est celui-là qu'on va utiliser à fond dès qu'on aura une relation entre classes, et plutôt, pour être plus précis, des relations entre instances de ces classes. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, eh bien on avait matériaux qui allait vers, enfin plutôt composants, qui avaient une relation avec matériaux, qui signifie tout simplement tel composant est fait dans tel matériau. On pourrait le lire dans l'autre sens, ok, comme dans les bases de données, en disant bah tiens, un matériau compose tel composant. Ok ? Donc là, une relation, encore une fois, vous aurez besoin de toujours vous poser cette question-là, c'est dans quel sens je veux lire la relation ? Est-ce que je veux la lire dans le sens là ? C'est-à-dire, bah, je veux savoir pour un composant donné dans quel matériau il est réalisé. Est-ce que je veux l'avoir dans l'autre sens ? C'est-à-dire, pour un matériau donné, je veux savoir l'ensemble des composants qui le constituent. Ou alors, des fois, je peux avoir besoin dans les deux sens. Comme on disait, comme j'expliquais tout à l'heure, ce qui va fortement piloter votre code, c'est ce que vous voulez en faire. D'accord ? Dans mon cas ici présent, je m'en fiche royalement de savoir quels sont l'ensemble des matériaux qui sont faits en bois. Mais je veux savoir pour l'ensemble des... Non, j'ai dit une bêtise. L'ensemble des composants qui sont faits en bois, pardon. Mais ce qui m'intéresse, c'est, pour un composant donné, savoir dans quel matériau il est réalisé. D'accord ? Donc là, finalement, dans les deux sens qui m'intéressent, dans les deux relations, dans les deux lectures de la relation proposée ici, c'est la relation dans le sens 1 qui m'intéresse. Le 2 est inutile pour moi, pour mes besoins. Peut-être que si je voulais faire autre chose, eh bien, peut-être que j'aurais besoin de cette relation-là. Mais au regard de ma finalité, de mon besoin, j'ai besoin que de coder le sens 1. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Et donc, pour pouvoir coder le sens 1, donc ce que j'ai en train de représenter ici, eh bien, il va falloir que j'ajoute un nouvel attribut eh bien, à mon objet, ou plutôt à ma classe composant, qui sera dans quel matériau, décidément, dans quel matériau, eh bien, moi, composant, je suis fait. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, l'ensemble des objets composants
vont se remémorer par un attribut dans quel matériau, décidément, ils sont réalisés. Ok ? Je ne suis pas du tout en manque de Mario Kart ou je sais quoi. Ça marche ? Donc, c'est comme ça qu'on va utiliser à fond le concept de pointeur pour mettre en relation des objets entre eux. On aurait très bien pu se dire, bah tiens, je vais mettre matériaux comme étant une chaîne de caractères, et puis après, je recherche dans tous les objets matériaux quels sont ceux qui ont le même nom. Ça, c'est dommage de faire ça, parce que vous êtes embêté à créer un objet. En plus, dans votre variable matériaux, dans votre classe composant, vous allez mettre une chaîne de caractères qui va prendre plus de place que l'adresse mémoire de l'objet. Et si vous mettez à jour, par exemple, des infos, ça va être assez complexe à réutiliser. Donc là, le but du pointeur, c'est d'accéder directement à l'information qui est en relation avec l'objet en cours. Je vais donc faire rapidement un petit exemple pour bien vous montrer comment on va faire cette relation entre d'un côté le composant et de l'autre le matériau et comment on va pouvoir l'exploiter de façon très très sympa. Je rebascule pour ça sur Spider. Hop là. Je rezoome un peu pour que vous puissiez lire. Alors, je remets ma scène avec Spider. Tac. C'est illisible. Je rezoome encore. Et donc là, je me retrouve avec la classe composant. Vous voyez, tout en haut, j'ai surligné la classe composant. Donc là, j'ai déjà fait pas mal de code. Pour pas qu'on recommence à zéro, on retrouve quasiment tout ce qu'on a fait ensemble. On retrouve ici un constructeur. On retrouve les attributs du constructeur. Donc on voit que finalement, pour instancier, pour créer un matériau, j'ai besoin de donner son nom, son volume, son coût, son matériau et sa durée. Ici, j'ai pas du tout fait le typage. Donc là, monsieur Etienne, vous avez le droit de lui donner des grands coups de bâton sur les doigts. C'est pas bien du tout. Je pense que la correction, elle sera beaucoup plus clean que ça. Ok. Donc là, on voit que, j'ai déjà fait passer le nom. Donc là, si je vais faire un truc propre, je devrais faire str ton nom. Ton volume, je devrais faire float ton volume, float ton coût, etc. Maintenant, il va falloir que je gère le matériau. Ok ? Et donc là, je sais que ce que j'attends, c'est pas une chaîne de caractères. Je veux pas le nom du matériau, je m'en fous. Ce que je veux, c'est le matériau au complet, l'objet matériau, ou plutôt son pointeur. Donc là, il va falloir que je prépare mon coût. Donc là, je peux avoir un self, underscore, mon matériau. D'accord ? Et là, dans un premier temps, je vais le mettre vide. Pourquoi ? Encore une fois, il va falloir toujours vérifier ce que passe votre utilisateur. Là, on fait de la conversion de type, donc ce qui nous permet de nous assurer que nom sera bien une chaîne de caractères, que lui sera bien un nombre flottant, un nombre réel, que coût sera bien aussi un nombre flottant, un nombre réel, etc. D'accord ? Il faut faire pareil avec quelque chose qui est d'une autre classe. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire matériau de ton matériau. D'accord ? Je ne peux pas le faire. Ton matériau. Je ne peux pas le faire parce que si on se rappelle, là je suis en train de faire quoi si j'écris ça ? Vous en rappelez un peu ou pas ? On va voir si vous vous rappelez de ce qu'on a fait. Je vais reprendre la classe matériau qu'on a fait ensemble pour pas que on soit perdu et je vais l'écrabouiller ce qui a été fait ici. Bon, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe si je regarde cette ligne-là ? Je suis perdu. Si je regarde cette ligne-là, si j'écris ce code-là, ça signifie quoi ? En tout cas, qu'est-ce que je suis en train de vouloir faire ? En tout cas, non, pas qu'est-ce que je suis en train de vouloir faire, mais c'est comment on va comprendre, qu'est-ce que va comprendre Python ? Exactement, Enzo. Si je suis en train de faire le nom d'une classe, parenthèse, quelque chose, je suis en train d'instancier. Ah, ça veut dire peut-être que là, je suis en train d'instancier une chaîne de caractères. Là, je serais peut-être en train d'instancier un nombre flottant, là aussi. Ah oui, tout ce que vous faites depuis le début, c'est de l'objet. Donc là, ce n'est pas le cas ici. Moi, je ne veux pas créer un nouveau matériau. Ce que je veux, c'est pointer vers un matériau spécifique qu'on m'a donné. Donc, dans un premier temps, j'ai laissé ma variable vide et je vais faire un test. Et il existe une structure qui permet de vérifier que une variable contient un objet d'une classe donnée que l'on souhaite. Et donc là, ce que je veux vérifier, c'est que ton matériau, ce soit bien un objet matériau, mais que ce ne soit pas une chaîne de caractères ou un autre truc qui va complètement pourrir le reste de mon code. Donc là, je peux faire un test, if, et l'instruction qui va être importante pour nous aujourd'hui, c'est isInstance. IsInstance, c'est une fonction qui a deux arguments. Le premier, c'est qu'est-ce que je veux tester. Donc là, c'est ton matériau. C'est ce qui m'a été donné, sans la faute de frappe, ton matériau. C'est ce qui m'a été donné en tant qu'argument du constructeur.
Et le deuxième argument, c'est quoi? Eh bien, c'est la classe. Et ça va me permettre de tester si la variable que j'ai dans le premier argument de isInstance est bien du type de la classe que je mets en deuxième argument, donc matériau. Là, ça me permet de vérifier que est-ce que ton matériau est un matériau? Si c'est le cas, le test y passe et je peux faire le reste, c'est-à-dire self.monmatériau égale ton matériau. C'est-à-dire je vais prendre, j'accepte, j'ai vérifié que ce qu'on m'a passé, c'est bien ce que je veux, et donc je le prends. Si c'est pas ce que je veux, je ne prends pas. Parce qu'après, le reste du code, il va planter. OK? Donc voilà comment on fait pour accepter. Je ne vais surtout pas faire un matériau parenthèse ton matériau, sinon je suis en train d'instancier un nouveau matériau. Et donc je risque d'avoir par exemple 2 matériaux bois. Et là, côté cohérence, c'est foutu. OK? Donc là, ce que je veux, c'est juste passer un matériau qui a déjà été créé pour pouvoir l'associer avec la pièce que je suis en train de concevoir, le composant que je suis en train de concevoir. Et ça devient super intéressant. Pourquoi? Parce que là, maintenant, je peux calculer la masse de mon composant, connaissant le volume de ce composant et la masse volumique du matériau dans lequel je suis fait. Donc là, je peux très bien maintenant faire ici, calculer masse volumique. Voilà. Donc def, alors l'instance, voilà. Je sais bien. Donc def, calculer masse composant. Ok. C'est bien une méthode qui va dépendre de l'objet. Donc j'ai un self. Suivant l'objet que je suis en train de traiter, ce ne sera pas pareil. Et là, je vais pouvoir retourner un calcul. Donc je vais pouvoir retourner le calcul du self.volume. Voilà, je prends le volume. Ah, j'ai pas mis d'underscore. Monsieur Etienne, c'est pas bien. Oh là là là, c'est pas propre ça. Voilà, c'est corrigé. Donc là, je prends self._volume, auquel j'aimerais bien multiplier par la masse volumique du matériau. Quel sera le code que je vais mettre ici? D'accord, la masse d'un truc, c'est son volume fois sa masse vol. Alors, quel est le bout de code que je vais devoir, comment je dois compléter ce reste-là de l'instruction, qui vous montre aussi quel va être l'intérêt de tout ça. Alors, j'attends le chat là, que vous me fassiez des propositions, puis on regarde ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Dites-vous que le code, il va être naturel. Et il va se baser sur tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ok? Maintenant, mon objet composant, il sait dans quel matériau il est fait. Donc, tant qu'à faire, je vais être capable de l'utiliser. Donc, mon matériau, point, masse volumique. Voilà, tout simplement. Ok? Alors, on va pas... Alors, Maxion, t'es pas bon, je veux pas. Qu'est-ce qui va pas dans votre proposition, Maxion? Alors, question à tout le monde. Donc Maxion fait une proposition. Encore une fois, vous inquiétez pas, il fallait que quelqu'un le fasse ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette proposition? C'est pas une erreur de syntaxe, ça risque de fonctionner ce que vous faites. Mais, qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait? Ouais, l'underscore, c'est-à-dire, vous êtes en train d'accéder directement à un attribut d'objet. Non, 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 non. Il ne faut pas accéder directement à un attribut d'objet, vous passez par sa propriété. D'accord? Donc sa propriété, on l'a définie comme étant masse volumique tout à l'heure, donc on va passer proprement par ceci. Je n'ai le droit dans un objet de n'accéder que à ses propres attributs. Ceux des autres, j'ai pas le droit. D'accord? Donc là, ça veut dire que là, je dois avoir un self.mon matériau, j'ai recherché le matériau dans lequel je suis fait, point masse volumique. Et voilà, c'est ça que je vais retourner. Ok? Donc ça, c'est important. J'ai le droit de mettre un underscore ici parce que je suis bien dans le self, c'est mon matériau à moi, c'est mes attributs, j'ai le droit d'accéder à mes propres attributs, moi, objet, composant, mais je n'ai pas le droit d'accéder aux attributs de ce qui n'est pas moi. Le matériau, même si c'est mon matériau, je ne suis pas un matériau, donc je n'ai pas le droit d'accéder aux attributs de la classe matériau. Ça marche? Rien de personnel, hein, Maxion, hein. Il fallait qu'il y en ait un qui me fasse ce bout de code, c'est tombé sur vous. Donc faites attention à partir de maintenant, dissociez bien quels sont mes attributs auxquels j'ai le droit d'accéder, donc j'ai le droit de mettre l'underscore, de ceux que je n'ai pas le droit d'accéder, de modifier ou que sais-je, et donc je passe par soit une propriété si elle a été définie, soit par un accesseur s'il a été défini. Ok?
Donc si je regarde ce code-là, je suis en train d'exploiter un pointeur qui a été défini. Donc je vais commencer à lancer ce code et on va pouvoir le tester un petit peu. Donc je remets ici. Tac. Donc normalement, on avait défini, alors là j'avais acier et bois, et donc je vais vite fait me créer un composant. Donc ici je vais me créer composant 1, et puis je m'arrêterai avec ça, vu l'heure qu'il est. Donc composant 1, donc j'instancie un objet composant. Il attend un nom, je vais l'appeler pièce 1. Il attend un volume, pour faciliter les calculs, je vais mettre 100. Il attend un coût, on s'en fiche. Il attend un matériau, eh bien je vais lui faire passer, comment il s'appelle acier. Ici, il y en a un qui a été créé, il s'appelle acier. Et je vais faire passer le dernier argument qui est ta durée. Bon, pareil, ici, on s'en fiche, donc je le mets comme ça. Voilà, on a créé composant 1. Donc composant 1. On voit bien que c'est un objet composant, etc. Ce qu'il faut aussi que je peux demander à composant 1 maintenant de faire calculer la masse du composant. Et il me donne 250. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on voit bien que en faisant ici, en accédant avec masse volumique, on est bien passé dans l'assesseur de l'objet matériau. On est bien passé ici. Ok. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que maintenant, si je fais acier.masse volumique égale 0.2 par exemple, ok. Si maintenant je redemande à mon composant de quelle est sa masse volumique, on voit bien qu'elle a évolué. Et c'est-à-dire ça qui est super, c'est que c'est juste directement par le mécanisme de pointeur que tout s'est propagé et j'ai pas eu besoin d'aller modifier des valeurs dans les autres objets. Et c'est là aussi tout l'intérêt de l'objet, c'est que une fois que j'ai été proprement capable de faire les liens entre tous les éléments que je manipulais, si je modifie un peanuts, un élément, un endroit, tout va se propager par l'utilisation des pointeurs aux autres éléments, aux autres objets ou aux autres trucs qu'il y a dans mon travail. Ça marche ? C'est bon pour vous? Je termine juste vite fait avec ça, puis comme ça, la partie... je termine juste avec une dernière slide, et je vous lâche, promis, hein, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je termine juste avec ça, en vous disant tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait beaucoup de méthodes spéciales en Python. Et là, je vous en ai mis quelques-unes. Encore une fois, le plus vous en connaissez, alors je ne demande pas de les connaître par cœur, mais quand vous êtes capable de les retrouver en ligne, le plus vous êtes capable de savoir à quoi elles servent et vous êtes capable de les tuner, d'accord? Surcharger, c'est juste dire pimp ou tuner ou adapter. Donc plus vous êtes capable d'en connaître, vous êtes capable de les adapter, en quoi ces opérations par défaut de Python ont une signification pour ce que vous êtes en train de travailler, le plus votre programme il sera plug and play avec tous les autres programmes. D'accord? Parce que ça, c'est les fonctions de base de Python. Vous êtes capable d'expliquer qu'est-ce que ça signifie d'additionner deux composants. Qu'est-ce qui se passe si je fais composant 1 plus composant 2 ? Le plus, tout le monde sait ce que c'est qu'un plus. On va être capable d'expliquer dans Python, ok, qu'est-ce qui se passe quand j'additionne des objets composants ? Et c'est ça qui va être intéressant, c'est certes, vous serez capable assez rapidement de faire des projets et des programmes orientés objets, mais pour qu'ils soient les plus intégrés, les plus utilisés possibles, il faudra chercher à les rendre les plus plug and play avec le reste de l'environnement Python. Ok, je termine ce cours avec ceci. On n'aura pas du tout vu la partie héritage, mais c'est pas grave, on prendra le temps de le faire proprement en ED. Bon, je prendrai un peu de temps de réexpliquer tout ça, mais c'est pas plus mal. Si vous voulez, si vous êtes curieux, vous pouvez aller regarder ce qui se passe après. Hein. C'est pas, en tout cas d'un point de vue code, pas très compliqué. Ça sera juste un petit peu, c'est plus conceptuel que opérationnel. Allez hop, je vous laisse. Bon après-midi.